c'est eux qui vont rappeler leur véhicule, c'est eux qui vont prendre en charge les trucs. Mais au niveau vaccin, aussi bien pour la grippe H1N1 en 2009 que la grippe, enfin parce que moi maintenant je l'appelle la grippe coronavirus 2020, les compagnies pharmaceutiques ont exigé des États une immunité juridique totale en cas d'effets secondaires ou en cas de mort suite à la vaccination anti-Covid-19. Il n'y a pas que les labos qui ont négocié une immunité en France. Le gouvernement aussi s'est négocié une immunité en cas de problème lié à leurs décisions, en gros. Tout à fait. Donc, ils sont tellement lâches qu'ils n'arrivent même pas à assumer leurs propres décisions, en fait. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent très bien. S'ils font ça, c'est qu'ils savent. Ils savent très bien. Aujourd'hui, j'ai regardé, il y avait quelque chose par rapport au... c'était quoi? C'était un protocole qu'ils faisaient pour les gens qui étaient en réanimation. Et en gros, concrètement, c'était un décret qui permettait l'euthanasie, en fait, indirectement. Je dégrossis le truc. Et je vois, ils discutent de ça tout tranquillement, en fait. Tout tranquillement c'était quoi? C'était le Sénat ou quelque chose. Et tout là-haut, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, du coup, ils prennent des mesures pour se protéger de leur propre méchanceté. Tu vois? Et du coup, nous, on est là, on les regarde, on dit, ça va là-haut, tranquille. Vous voulez pas qu'on vienne vous faire du vent comme ça aussi? C'est quoi l'histoire là? On est où? C'est bon maintenant, tu vois? C'est bon. Ça suffit maintenant. Arrêtez de déconner, quoi. J'étais en train de regarder là, pendant qu'on discutait, il y a un truc qui m'a frappé. J'ai regardé les causes de la mort sur la planète. Globalement, en 2017, il y a eu beaucoup plus de morts de suicides en 2017, et c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Beaucoup plus de gens qui étaient morts de suicide que du Covid. Les gars, du coup, on fait quoi pour les suicides? Du coup, pourquoi les nouvelles, elles en parlent pas que, aujourd'hui, il y a eu 35 personnes qui se sont suicidées? Pourquoi ces gens, ils se suicident? La raison de leur suicide est beaucoup plus grave que le Covid, parce que ça montre un défaut au niveau de la construction de la société vraiment très profond, que nous devons changer au plus vite, parce qu'il y a des causes de mortalité. Les gars, les maladies cardiovasculaires ont tué 18 millions de personnes en 2017. Pourquoi les médias, ils sont pas là tous les jours à nous dire, écoutez, il y a encore des morts, des morts. Arrêtez avec ça. Les gens te répondent parce que les maladies cardiovasculaires, ça ne se transmet pas. Le suicide, ça se transmet par contre, parce que quand tu es vu ce qui se passe en ce moment, ça donne des idées à beaucoup de monde d'ailleurs. Voilà, et j'imagine même pas les noms. Là, je te donne les chiffres de 2017. Les chiffres de cette année-là, quand on les aura à la fin, on verra que les suicides seront 2 voire 3 fois plus hauts que le Covid. Et à ce moment-là, on se rendra compte des bêtises qui ont été commises. Les divorces aussi, suite au confinement. L'isolation, les divorces, des familles détruites, les pédophiles. Faut pas oublier, les enfants à l'intérieur, ils sont sur TikTok et toutes ces plateformes qui sont, on le sait que les pédophiles vont à la pêche là-dedans. Donc, il y a la société, et elle s'est mise en difficulté. Alors, la bonne nouvelle, c'est heureusement la majorité des gens, ils ont profité de ce moment pour faire un retour vers l'intérieur. Ils ont réglé des choses par rapport à eux-mêmes. Et donc, on arrive aujourd'hui avec une résistance beaucoup plus nombreuse. Mais il y a eu quand même des cas où les gens ont souffert beaucoup plus des conséquences des prises de décision du coronavirus que du coronavirus lui-même. D'ailleurs, il y a un article de France Soir qui en parle très bien de ça. D'ailleurs, faudrait qu'on vous l'avait mis déjà dans un autre live. C'est assez édifiant. Il y a Chloé qui est parmi nous, qui vient d'arriver. Salut, je vais la rajouter. Salut tout le monde. Chloé. Hello. Je suis laborieux, mais c'est bon, je suis là. Salut Jean-Baptiste. Salut Chloé. Salut Léo. Salut, enchanté Chloé. Je suis dans un lieu totalement inédit que je viens de découvrir. C'est un ami qui m'a prêté son cabinet d'ostéo en fait. D'accord. Okay. Voilà. Donc, tu nous prends en consultation ce soir alors. Ouais, alors je n'aurais pas la prétention de vous faire des déblocages de vertèbres, mais en tout cas pour vous dire des choses, oui, ça va être possible. Bon, en tout cas, ça te fait plaisir de te revoir dans Quartier Libre. J'espère que tu vas bien. Je vais super bien, merci. Ça me fait plaisir de vous voir aussi. Ça me fait plaisir de voir Jean-Jacques. J'ai essayé de te joindre tout à l'heure. On a essayé de se joindre réciproquement, mais
Ça n'a pas marché. Alors je vais tout te dire, Chloé. C'était ma demi-journée de congé depuis plusieurs semaines et j'ai été à la plage avec ma seconde femme, enfin mon ex-seconde femme, puisque j'ai gardé d'excellentes relations avec mes deux ex-femmes et donc elle m'avait invité à aller à la plage au bord d'un lac et donc quand je suis avec quelqu'un, quelle que soit cette personne, je mets mon téléphone en mode avion carrément. Donc, comme ça, je suis out of the map. Sage décision. Oui, tu fais bien, je devrais faire ça aussi de temps en temps. Moi, je pense en fait, plus ça va, plus je me dis, il faudrait que un jour par semaine, que je fasse une pause de coupure de tout en fait. Parce que l'information est tellement dense en ce moment. Malheureusement, notre travail consiste à fouiller dans ce qui pue pour essayer de trouver les roses qui sont bons et les donner au public. Donc, mais du coup, on fait ce moment-là et ça nous charge à l'intérieur de choses qui sont pas forcément bonnes. Donc, faire une petite pause un jour par semaine, que ce soit pour nous ou pour les gens qui nous regardent, de tout couper, toutes ces choses-là, et essayer de revenir un petit peu dans l'actualité qu'on voit, qu'on entend, qu'on sent, qu'on touche. Ça serait pas une mauvaise chose, un jour par semaine de faire que ça. Ça, je pense que ça améliorerait la qualité de vie de tout le monde en fait. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de week-ends depuis le mois de mars, avril. Là. C'est sûr. Non. Ouais. Et du coup, on avait lancé le sujet des vaccins en fait tout à l'heure parce que on voulait parler avec Chloé, si j'ai bien compris, des vaccins, mais Jean-Jacques, il nous a sorti que il connaît aussi très très bien le sujet, donc je pense qu'on a une bonne opportunité là. Qu'est-ce que vous en pensez? On va compléter les propos de chacun là, comme ça. Exactement. On va faire le point outre-Atlantique, des deux côtés de l'Atlantique, par rapport aux vaccins. Et par rapport aux manifs aussi, par rapport aux événements. Oui, on en a discuté tout à l'heure. Vous m'entendez bien? Parce que j'avais un problème de micro tout à l'heure. Tout est bon, d'accord. Nickel. Donc, encore content de te revoir après 2 mois, Chloé. Ça fait vraiment très plaisir. Ouais. Donc du coup, oui, on t'a un petit peu attendu pour aborder la question des vaccins. Jean-Jacques pourra aussi réagir, bien évidemment. Je vais donner une petite précision aussi par rapport à ce que tu as dit, Jean-Jacques. En fait, par rapport au port du masque dans les voitures, ça c'est sur Paris. Alors j'ai pas eu l'info pour Bordeaux, mais c'est sur Paris en fait c'est mis en place sur Paris et sur de toute façon le port du masque dans les lieux publics et en centre-ville est généralisé sur Paris, Nice, Lyon, Bordeaux. Sur plus de 2000 villes en France, je crois. Il y a 330 communes en France qui sont concernées. Non, c'est plus que ça. La dernière info que j'ai vue, c'était 1800. J'ai 330 communes, peut-être. J'ai vu une news passer, il parlait de 1500 ou 1800 communes. Enfin, ça fait que monter. Hein. C'est ça. Donc pour en finir avec le masque, là, ça fait plusieurs semaines et même si ça devient redondant pour les personnes qui nous écoutent, c'est vrai qu'on essaye d'amener les gens vers cette réflexion parce que ça fait un petit moment qu'on le voit arriver. Quand on a commencé à en parler, beaucoup pensaient que ça n'allait pas être possible et on est en train de le vivre aujourd'hui. Je vais donner l'exemple de l'Australie qui peut être aussi un indicateur pour ce qui peut arriver demain parce qu'à chaque fois c'est vrai qu'on prend des exemples à l'étranger et on s'aperçoit que souvent le plan est le même mais les étapes sont pas forcément les mêmes en fonction des populations. C'est vrai souvent, quasiment tout le temps même. Hein. Voilà, et c'est vrai qu'en France, tu as parlé de Madagascar, mais c'est vrai que la France est quand même connue pour ne pas trop se plier aux exigences, donc c'est vrai que peut-être que le plan est un petit peu décalé en fonction Ils sont un peu têtus les Français. Hein. Voilà, peut-être, je sais pas. En tout cas, on voit que le plan est le même pour tous, mais la vitesse d'application n'est pas la même. En Australie, je parle de l'Australie parce que là, ils ont mis un couvre-feu, en fait. En fait, ils ont installé un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Des amendes, elles sont passées de $200 à $5000. Sérieux? Ouais. Et ils font appel à l'armée. C'est-à-dire qu'ils font appel à l'armée pour vraiment faire en sorte que le plan soit respecté à la lettre. Je vais vous mettre l'article du coup. Et la police peut aussi entrer sans mandat dans les maisons en Australie. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. C'est hallucinant ce qui se passe à Melbourne. C'est à Melbourne, hein, c'est pas toute l'Australie, je crois. Hein. Et les gars, tout ça à cause d'un virus. À cause d'un virus, genre enlever
l'autorisation nécessaire pour entrer chez les gens à cause d'un virus, juste histoire qu'on comprenne bien à quel point tout ça, ça n'a rien à voir en fait. C'est, on utilise ce virus pour des raisons purement politiques et pour des plans qui sont assez obscurs, mais qui, heureusement, ils ne prennent pas. Globalement, ils ne prennent pas. Les gens, c'est en Canada, vous aviez une super manifestation il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Il y avait du monde dehors. Il y avait, je me rappelle aussi, une dame qui parlait avec un journaliste et qui expliquait ça suffit maintenant, arrêtez de nous prendre pour les imbéciles, c'est pas nous les imbéciles. Alors cette dame s'appelle Lucie Laurier et c'est une actrice. C'est avec un autre acteur, ils ne sont que 2 acteurs à avoir osé parler contre les mesures gouvernementales. Tous les autres acteurs ont embarqué à soutenir le discours du gouvernement, etc. Donc, on reste encore une minorité, mais j'imagine que les célébrités, les acteurs, les personnes publiques, elles doivent recevoir une pression énorme, je pense, pour se taire ou pour dire quelque chose en particulier. Parce que je trouve ça très étonnant qu'il n'y en ait pas plus qui l'ouvrent, quoi. Parce que là, quand même, il suffit juste d'avoir quelques neurones en place et d'observer, quoi. C'est pas ça. C'est les gars. Si, bien sûr qu'il y a une énorme pression, les amis. Plus subtil, on va dire. Si on prend en compte l'aspect Q, ok, et tout ce qu'on a appris de ce côté-là, et l'aspect état profond, comment il fonctionne, comment il s'organise, on sait très bien que dans ce monde, pour atteindre un certain niveau d'autorité, tu peux le faire jusqu'à un certain point, mais il y a un niveau à partir duquel soit tu fais partie d'eux, soit ils ont quelque chose sur toi qui leur permet de te tenir. On laisse. Autrement, ils ne te laissent pas monter. Donc, il ne faut pas oublier ça. Ça veut dire que des acteurs très connus qui ont énormément d'influence, ils ne peuvent pas l'ouvrir parce que ceux du Deep State, de l'état profond, ils ont des choses sur eux et ils leur disent fermez-la, sinon on sort ça. Donc, c'est pas aussi simple en fait. C'est vraiment pas aussi simple et c'est voulu. Ils ont toujours l'état profond. C'est la raison pour laquelle il a existé jusqu'à aujourd'hui sans être inquiété. C'est parce qu'ils contrôlaient tous les influenceurs. Parce que vous pensez que les influenceurs, c'est quelque chose qui est arrivé avec YouTube. C'est faux. C'est complètement faux. Les influenceurs ont toujours existé à travers le temps. Et donc, l'état profond avait la main sur 100% des influenceurs. Et tous ceux qui n'étaient pas de leur côté et qui montaient un peu trop, bah, ils faisaient en sorte à ce qu'ils disparaissent. Rappelez-vous de Coluche, rappelez-vous de Daniel Balavoine. En ce qui concerne la France, là, rappelez-vous de JFK, les gars, ça va maintenant. Donc, c'est pas aussi simple. Il y a beaucoup de gens là-haut qui aimeraient l'ouvrir et hurler leur souffrance, mais ils peuvent pas. Juste, je dis ça. Donc, il y a réellement une majorité qui est silencieuse parce qu'elle n'a pas le choix. Mais croyez-moi, dès qu'ils sauront qu'il n'y a plus de danger pour eux, ils vont l'ouvrir d'un coup et là, on verra. Ça va aller. Et du coup, je rebondis sur ça. Pardon, Chloé. Je rebondis sur ça pour dire que effectivement, c'est même plus subtil puisque à partir du moment où un acteur, un artiste se met à parler, il est très vite affiché dans tous les réseaux comme avec des théories farfelues, etc. Donc en fait, ils font des exemples et en fait, ils ont même pas besoin de mettre une pression ou en tout cas de faire des menaces puisqu'ils connaissent la suite logique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se mettent à parler, ils savent exactement le traitement qui va leur être infligé derrière. Donc c'est très 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 subtil. Donc voilà. En tout cas, on a vu ce qui s'est passé avec Juliette Binoche, par exemple, en France. Je sais pas si vous avez suivi, mais elle a pris cher dans les médias. On la voit plus depuis là. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas revue trop dans les médias là. Mais ouais. Et est-ce que vous vous souvenez de Jean-Marie Bigard? Oui. Lorsqu'il avait fait sa série de sketchs sur le rapport officiel du 11 septembre, que je trouvais absolument pertinent parce que lui, il avait pris la peine de lire les centaines de pages du rapport officiel et de relever toutes les incohérences de ce rapport officiel.
il en a bouffé pour 10 ans d'abstinence médiatique. Ah bah oui. Il remplissait et- des stades de France avant, là, aujourd'hui Ouais. c'est plus compliqué pour lui, même s'il commence à revenir grâce aux réseaux sociaux. Non, mais Ouais, là, il Bigard, reprend un peu la main. il est monté plus qu'avant Ouais. même, parce qu'il est, en plus d'être un comique maintenant, il commence à devenir le Coluche moderne. Je sais pas si je fais bien de le comparer, mais c'est un peu le cas. C'est-à-dire, c'est un comique qui commence à mettre son nez à la politique, au point où il y a eu Macron qui l'a appelé il y a pas si longtemps que ça, tu vois, parce qu'il a fait des vidéos qui ont eu plein de vues où il disait des choses. Euh, Après, je sais pas s'il est aussi bon que Coluche par rapport à tout ça, parce que je connais pas C'est différent, quoi. Bigard. C'est pas le type d'humour qui m'amuse. Après, mais- au-delà de son humour, moi déjà sur le 11 septembre et les petites vidéos qu'il avait Ouais, faites, ça, moi c'était j'avoue qu'il balèze. m'avait vraiment étonné. Mm. Et je m'attendais vraiment pas à ça de lui. Mm. Et très bonne surprise. Bon, après, il a pris un peu cher, mais là, en ce moment, bon, il l'ouvre, quoi. Tu vois, c'est. Mm. Parce qu'on pourrait dire la même chose, hein, à l'époque, en septembre, il n'y a pas grand monde qui s'est tourné contre, hein, et tous ceux qui l'ont fait, ils se sont fait massacrer. Donc là, on voit la même chose. Donc ça veut dire qu'il y a comme un nuage noir au-dessus de nous, tout le temps, qui est là, et dès que quelqu'un lance une vérité, pas la foudre le frappe, quoi. Mais c'est en train de changer, c'est vraiment en train de Je voudrais changer. juste, justement intervenir là, parce que j'ai l'impression que vous dites qu'en gros, on n'a pas le choix. Et moi, je pense qu'on a toujours le choix, au contraire. Et que plus on est nombreux, et plus on est protégé. C'est comme pour le sujet de la pédocriminalité. Rappelez-vous, il y a 1 an encore, on en parlait, on avait peur pour sa vie. Aujourd'hui, on est très nombreux à en parler et on est de plus en plus protégés. Et c'est pareil pour les artistes. Michael Jackson, Prince, enfin, Ils l'ont dénoncé, ils ont parlé de ces choses-là. Ouais. mais Mel Gibson, Juliette Binoche, justement, pour Ouais. parler avant, Mel Gibson, qui dénonce aussi la pédocriminalité à Hollywood, est toujours vivant, même s'il est blacklisté un petit peu. Juliette Binoche aussi, Marion Cotillard aussi a remis en question les thèses officielles du renseignement. Marion Cotillard, elle est vite revenue sur ce qu'elle avait dit, quoi. D'être nombreux et de ne plus avoir peur. C'est toujours cette histoire de peur. C'est comme avec les masques. Arrêtons de dire c'est dangereux, faites attention, protégez-vous, ne dites pas, soyez cachés, soyez discrets. Non, soyons là, ayons la bouche ouverte et disons les choses et soyons nombreux à le faire. Essayons de donner ce courage aux gens. C'est pas, je pense que tu as mal compris ce que je voulais dire tout à l'heure. Je disais pas qu'on n'a pas le choix. Je disais que ceux qui sont tout là au niveau de la structure de l'opinion publique, tu vois, la pyramide de l'opinion publique, ils sont tenus par des preuves qui les mettraient vraiment à défaut grave en prison ou avec d'autres types de problèmes. Donc, ils peuvent pas en parler. Je parle de cela. Je parle pas. Mel Gibson, ils avaient peut-être rien contre lui et c'est pour ça la seule chose qu'ils avaient, c'est de l'attaquer. Pour Michael Jackson, c'est pareil. Et le grand paradoxe, c'est il l'attaquait pour pédophilie. Les pédophiles attaquaient celui qui les dénonçait. Voilà, c'est l'inversion accusatoire. Mais c'est toujours comme ça, c'est la méthode de l'État profond. Ils nous traitent de quoi? De complotistes. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a un complot, c'est le leur. Donc, ils nous traitent de quoi? Ils nous traitent de narcissiques, psychopathes, égoïstes, parce qu'on ne veut pas porter de masque, alors qu'ils sont la définition même du narcissisme, du psychopathisme, si ça se dit, et de l'égoïsme. Donc, ils font miroir. Toutes les accusations qu'ils nous envoient, en fait, ils parlent d'eux-mêmes. Voilà. C'est toujours comme ça. Donc, Ouais. mais bien sûr qu'on a un choix et bien sûr, je suis à 3000% d'accord avec toi, Chloé, que on a une gueule. Si jamais dans l'histoire de l'humanité, ça vaut la peine de l'ouvrir, c'est maintenant. Voilà, C'est ça. exactement. C'est maintenant. Et du coup, effectivement, même pour les lanceurs d'alerte, c'est exactement la même chose. À partir du moment où on commence à tous à s'exprimer, on risque moins, chacun d'entre nous, d'avoir des conséquences derrière, puisqu'on est plusieurs. Et en plus, non seulement on est plusieurs, et aujourd'hui, on va le répéter, on est unis. Donc ça, c'est vraiment, c'est le point positif. C'est vraiment ce qui se passe de bien actuellement, c'est qu'on arrive à s'unir et on arrive. Mais moi, je vois au niveau des artistes, moi dans ma branche professionnelle,
j'étais un peu le seul à en parler, et depuis que j'en parle, je vois d'autres en parler, et ça fera que boule de neige. Donc effectivement, on le constate partout, et c'est ce on dit aux personnes qui nous écoutent, c'est oser en parler, publier des liens, parce que vous allez voir, vous allez être étonné dans votre entourage, certains n'osaient pas, et grâce à vous, ils oseront en parler. Et c'est vraiment le meilleur conseil à donner, et c'est vraiment en tout cas, notre plus grande utilité aujourd'hui, elle est ici. Elle est nulle part. On n'est pas. On peut donner des définitions, la dangerosité des masques, etc., etc. Mais je pense que vraiment, là où on va être le plus efficace, c'est à faire en sorte que la parole se libère un peu partout. Donc voilà. Et pour finir. Et surtout, coup, ouais, s'il y a vraiment une période où il faut l'ouvrir, c'est maintenant. Je le répète à chaque fois, mais on vit vraiment une période où si les gens ont des choses à dire, faut pas avoir peur de le dire maintenant, quoi. C'est le ouais. moment. Ah oui, c'est plus que le moment, effectivement. Donc du coup, j'étais tombé sur cet article que je vous ai partagé. Au début, j'ai cru que c'était une fake news. Parce que j'étais tombé sur une image et pas forcément sur un article. Donc je suis allé sur ma page et j'ai posé la question à savoir si c'était réellement le cas, parce que j'avais des doutes. Et en fait, on m'a envoyé des liens qui n'étaient pas des sources très très officielles entre guillemets. Donc j'avais du mal à vouloir publier l'info. Mais j'ai eu cet article de CNews qui confirmait ce qui se passe en Thaïlande. Et du coup, en fait, c'est assez récent, hein, ils en ont parlé assez récemment. Donc, on met des enfants dans des boîtes en plastique avec des masques. Mais ce qui est le plus choquant dans tout ça, c'est que non seulement les images sont choquantes, bien évidemment, mais en plus, dans la narration, en fait, ils expliquent que peu s'indignent sur les réseaux sociaux et que sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que quelque part, CNews, est-ce qu'ils cautionnent ce qui est en train de se passer en Thaïlande? Et ils font un parallèle avec les États-Unis, c'est-à-dire que la conclusion de l'article est en train de dire que aux États-Unis, les enfants sont les uns sur les autres. Il y a 159 000 décès du coronavirus. À Bangkok, et en Thaïlande, ils font des choses où on met des enfants dans des cages avec des masques pour tout le monde, et ils ont que 58 décès. Voilà, c'est ça. Donc il faut une comparaison entre 58 décès d'un côté et 158 000 décès de l'autre, en légitimant le procédé de mettre des enfants dans des cages en plastique. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à partager au début l'info, parce que je n'y croyais pas. Une Et fake c'est news, et quoi, c'est- ouais. et- et j'avais vraiment l'impression que c'était une fake news, et c'est vraiment réel. Et en plus, ils vont mettre ils vont vraiment faire un comparatif avec les États-Unis en disant que c'est peut-être une bonne solution. Et rien que ça, de la part de CNews, c'est quand même assez incroyable. J'ai du mal à y Et, croire encore aujourd'hui. Ils n'ont en, plus fait, aucune en limite, fait, quoi. je les vois, si on continue dans ces directions, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous connaissez cette histoire de l'enfant bulle. C'était un enfant qui avait une maladie zéro système immunitaire, en fait, et du coup, il était dans une bulle. Si on continue dans ces directions, on va finir avec des humains bulles, quoi. Donc, et en fait, je pense que, regarde, Matt, ce que tu viens de dire, comment c'est super important. Tu n'as pas voulu le publier tellement ça te paraissait gros. Je voulais vérifier avant, bien sûr. Oui. Exactement. Et ben, c'est justement à cause de ce genre de choses-là qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent. Parce qu'ils voient ce qui les attend, ils commencent à comprendre et c'est tellement gros. Et ils voient aussi la comparaison que tu as parlé, les 58 morts avec les 150 000 morts, je sais pas quoi. C'est de plus en plus gros. Et là, le nuage noir au-dessus de nos têtes, il n'a plus le choix que d'utiliser des mensonges extrêmes pour continuer le plan. Sauf que le mensonge extrême, il passe pas bien. Il passe de moins en moins bien. C'est le côté positif, c'est ça. C'est d'un côté, nous, on a des arguments, on a des scientifiques, des médecins, des gens qui se sont vraiment reconnus, qui ont un discours par rapport au masque, qui ont un discours par rapport au taux de mortalité ou de létalité. Et de l'autre, ils ont des arguments qui tiennent de moins en moins la route, avec c'est assez réducteur, ils prennent des raccourcis, ils font des choses qui sont tellement grosses que ça permet aujourd'hui de réveiller énormément de personnes, et c'est le côté positif du moment. Et on s'en rend pas forcément compte, parce que la plupart des gens, en fait, ils voient les choses, mais ils osent pas trop donner leur opinion, par peur du jugement, par peur d'être marginalisés, etc. Surtout que les médias nous font penser que tout le monde pense ce qu'il pense, ce qui est faux.
Je vois, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, la grande majorité des gens ne réagissent pas en fait, mais ils voient. Et il y a beaucoup d'opinions qui évoluent en ce moment, de plus en plus, et ça s'accélère. Mais donc, faut pas penser que rien ne se passe, au contraire. Regardez, prenez en compte quelque chose et vous me dites si je me trompe. Imaginez une personne qui a tout fait dans sa vie pour s'adapter à ce système et à respecter les maîtres. Ok? Cette personne-là, elle a fini par être dans un entourage. Il a fini par être entouré par des gens comme lui. Donc, des gens qui respectent le maître. Ok? Donc, cette personne qui est au milieu, qui commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui est entourée de tous ces gens-là, elle ne va pas parler. Parce qu'en fait, si elle parle, elle sait qu'elle est entourée de gens qui vont lui sauter dessus. Il les connaît bien parce qu'il en faisait partie. Et donc, du coup, il va rester silencieux. Tu vois? Par contre, il va commencer petit à petit à s'éloigner. Mais cette transition, elle prend du temps. Donc, ça veut dire que là, on a ce qu'on appelle la pression sociale qui joue un rôle très important dans tout ça aussi. Mais par contre, si on ne prend pas en compte la pression sociale, le nombre de gens éveillés aujourd'hui, il est en train d'exploser tous les compteurs. Et la raison pour laquelle les gens n'expriment pas ce qu'ils pensent, c'est à cause de la pression sociale et à cause de tout ce que les médias les font croire. C'est-à-dire, ils te font croire que si tu ne veux pas mettre le masque, tu es un psychopathe, égocentrique, blablabla. Bla, bla. Du coup, le gars, il ne veut pas parler parce qu'il ne veut pas être identifié à ça. Mais imaginez quand le nombre, il sera tellement important de ceux qui parlent, comme Chloé l'a dit tout à l'heure. Il faut les mégaphones. Parce que les mégaphones, ils vont donner l'impression à ceux qui se sentent seuls dans leur coin, entourés de gens qui ne comprennent pas. Ça va leur donner la force d'ouvrir leur gueule. Et du coup, c'est une réaction en chaîne. Tous ces gens qui sont silencieux, ils vont commencer à parler les uns des autres. Et les gars, c'est comme une explosion atomique. Ça commence par un seul atome qui fait et qui déclenche une réaction en chaîne, qui fait une explosion d'une puissance hallucinante. Là, l'atome, il a déjà lancé le coup. Et là, on est en train de voir la réaction en chaîne en temps réel, quoi. Regardez où on en est aujourd'hui. Nous voilà unis. On est en train de recréer les médias en fait et de leur donner une forme beaucoup plus humaine, c'est pas la personne qui compte, c'est le message. Et du coup, là on a le quartier libre, mais il y a 5 pages Facebook différentes qui sont dessus, tu vois. C'est en train de se faire, c'est en cours, c'est visible, il suffit juste de le voir. Certes, tout est fait pour attirer notre attention vers les masques, vers la peur, vers toutes ces conneries, mais par contre, si on choisit de voir le positif, bon sang, qu'est-ce qu'il y en a en ce moment, c'est incroyable. C'est incroyable. Heureusement, heureusement qu'il y en a. Toi, Jean-Jacques, comment tu vois les choses, toi, côté Québec, là-bas t'es là, t'as ton micro coupé, je crois. Oui, parce qu'il y avait mon voisin qui passait la tondeuse à gazon. Alors, donc, je préférais ne pas encombrer cela. En fait, moi, ce que je vois, parce que, bon, je pense que je lis le chat en même temps et je vois que beaucoup sont intéressés qu'on leur parle des vaccins. Donc, je vais donner ma vision des choses et j'aimerais entendre Chloé aussi, parce que je sais, Chloé, que tu es très investie dans ce combat actuellement. Il faut savoir que au Québec, on est dans une situation particulière puisque depuis décembre 2001, il y a des articles supplémentaires qui ont été votés dans la loi de santé publique. Ce sont les articles 123 et 126 qui prévoient que, en cas d'urgence sanitaire, le directeur national de la santé ou un ministre peut décider la vaccination obligatoire pour une partie ou toute la population. Et donc, c'est une loi qui n'a jamais été remise en question, ce qui veut dire que comme nous sommes dans un état d'urgence sanitaire qui, selon la loi, doit se perpétuer tous les 10 jours,
Normalement, ça doit être approuvé à chaque fois par le Parlement, mais ils ont trouvé des entourloupettes pour que ce soit juste une minorité qui décide tous les 10 jours de prolonger l'état d'urgence. Et là, on est à la veille d'un projet de loi qui décréterait pour une fois, un état d'urgence pour les 3 prochaines années. Ce qui veut dire que si ça passe au mois de septembre, début octobre, ça voudrait dire qu'on aurait une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes jusqu'au moment où un vaccin serait disponible. Et en fait, moi, ce que j'interprète, la manière dont j'interprète le port du masque, le respect de la distanciation sociale et toutes ces choses-là, alors que ça ne se justifie plus du tout sur le plan du nombre de morts ou du nombre de cas positifs par rapport au nombre de cas testés, c'est-à-dire que le pourcentage de cas positifs par rapport au nombre de testés est stable. Alors, comme on teste plus, évidemment, il y a une recrudescence des cas positifs. Par contre, le nombre de morts au Québec est compris entre 0 et 2 par jour. Oui, Donc, comme partout, en fait. Voilà, comme partout. Mais on nous fait peur en disant qu'il y a de plus en plus de cas. Oui, mais on ne nous dit pas combien il y a d'hospitalisations, combien il y a de personnes en soins intensifs et combien de personnes qui décèdent. Parce que c'est ça qu'il faudrait donner comme information à la population. On ne parle pas surtout de la hypersensibilité des tests, en fait, que même ceux qui ont été malades avant, ils vont sortir comme positifs alors qu'ils ne le sont plus. Donc, oui, et de toute façon, je dirais que peu importe que les tests soient fiables ou pas fiables, je pense qu'on nous a fait tous oublier le fait que nous avions un système immunitaire. Et que ce système immunitaire, je ne sais pas, mais ça fait quelques centaines de millions d'années que les hominidés disposent de ce système immunitaire. Je rappelle que Pasteur n'a trouvé sa merde de vaccin qu'il y a 150 ans de cela. Mais bon, ça, je ferme ma parenthèse à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est pernicieux pour l'instant, c'est qu'on habitue les enfants et les adultes à accepter des mesures qui sont extrêmement chiantes, douloureuses, ennuyeuses, et on nous promet un retour à la normale lorsque le vaccin sera là. Et comme ici au Québec, nous serons en état d'urgence sanitaire si la loi passe début octobre, eh bien, à ce moment-là, il y aura aucun obstacle juridique pour nous imposer une vaccination à toute la population pour nous faire accepter le retour à la normale. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que nous sommes en très grand danger ici au Québec, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de mobilisation et de plus en plus de manifestations, parce que cette loi que j'avais déjà dénoncée en 2009 au moment de la grippe H1N1 est strictement inconnue par pratiquement toute la population québécoise, et même les journalistes qui découvrent ça, ils ouvrent des yeux comme ça quand je leur révèle on est sous le coup de cette menace d'obligation vaccinale. Ils ne l'avaient pas appliqué en 2009, si, au Québec? Non. Ouais. Non, ils ne l'avaient pas appliqué parce qu'ils craignaient en fait une guerre civile. Parce que nous avions été tellement efficaces en tant que lanceurs d'alerte à l'époque qu'ils ont fait marche arrière. Voilà. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas du tout anticipé le fait que des lanceurs d'alerte, avec les peu de moyens que nous avions, allaient être capables de discréditer un discours appuyé par l'OMS et les compagnies pharmaceutiques à coût de millions de dollars. Et nous, avec quelques... je dirais juste avec la vérité, mais je dirais que c'est beaucoup plus facile de répandre la vérité que le mensonge. Ça demande beaucoup moins de moyens. Donc, du coup, ils ont fait marche arrière. Mais cette fois-ci, ils sont beaucoup mieux préparés au niveau de la censure, de faire taire les lanceurs d'alerte, etc. Mais c'est pas grave, on est toujours là. La preuve, c'est que nous parlons ce soir. Alors, Chloé, qu'est-ce qui se passe? Ça m'inspire tout ce que tu dis, Jean-Jacques, parce que bizarrement, on a des similitudes en Suisse avec notre conseiller fédéral en charge de la santé qui nous dit, lui, qui a dit à Macron, le 14 juillet lors de leur rencontre, que le traçage ne s'arrêterait jamais jusqu'au vaccin et au traitement efficace. Voilà, donc c'est une autre façon de le dire. Alors en Suisse, on est à 1713 morts, et effectivement, à la télé suisse, enfin, c'est ce qu'on m'a rapporté parce que je ne la regarde pas, mais on ne parle apparemment que des cas de nouveau. Donc les cas, on ne sait évidemment pas ce que c'est, mais justement, comme tu disais, Jean-Jacques, comme il n'arrive pas à avoir assez de morts,
et il faut bien qu'ils fassent peur. Et il nous parle des cas, donc des tests positifs, en sachant, comme on a déjà dit et redit, la fiabilité très aléatoire de ces tests. Donc ça veut dire qu'en Suisse, il y a 33 morts de plus que le 24 juin, donc ça fait un mois et demi. Et à Genève, pour la petite histoire, il y a un mort de plus depuis 2 mois. Voilà, on est à 289 morts. Et ils n'ont pas reconfiné Genève? Alors Genève n'a jamais été confinée. Parce qu'il y a un mort en 2 mois quand même. Recommandé pour les plus de 65 ans et les gens vulnérables, mais on n'a pas vécu comme en France ou comme en Belgique ou comme ailleurs le confinement obligatoire. Donc on a quand même pas eu ce traumatisme-là. Là, on a le traumatisme des masques, mais là, je vais développer un petit peu plus à propos des masques. Mais pour parler des vaccins, alors chez nous, on ne parle pas d'état d'urgence, on parle de loi d'urgence, de clause d'urgence. Est-ce que je peux... Attends, Chloé, je vois dans le chat, beaucoup de personnes ne t'entendent pas bien parce que ça résonne très fort. Si tu pouvais raccrocher le micro de toi ou si tu pouvais te raccrocher... Comment? Je parle comme ça? Ah mais non, en fait, je crois que t'es pas sur le micro. Oui, c'est la résonance. T'es pas sur le bon micro là. T'es sur le micro de l'ordinateur, je pense. Ah oui, c'est ça. Ah, donc attends, si j'enlève le micro, ça fait rien. Si je débranche le micro, vous me dites si ça va, d'accord? Je fais un essai. Hop. Est-ce que là Mais non, c'est le même son, c'est-à-dire que tu n'as pas sélectionné le bon micro. Alors, j'ai besoin de votre aide. Alors, tu vas en bas dans Cam Mic, normalement. C'est du live. Donc, moi, la technologie, ça fait 25, donc je mets quoi? Stop micro cam, non. Juste à côté, tu as Cam, micro, avec un bouton paramètres, normalement. Ouais, bah, justement pas. Je vais faire appel à un ami. Ah si, Cam, micro. Attends. Tu vas dans audio, et le micro, tu as un petit menu déroulant, tu peux le changer. Info, international microphone. Alors, je mets micro, je vais mettre... Pas le internal, justement. Je mets l'autre. Oui. Là, vous m'entendez comment? Ah, bah là, c'est mieux. Ah. Bon. Ça va comme ça? Ouais. On garde comme ça? Ouais, vas-y. C'est bon? Alors, continue ce que tu disais. Du coup, depuis tout à l'heure, quand je dis des trucs, vous comprenez rien, en fait. Si, on t'entend, mais c'est juste que ça résonnait un peu. En fait, ça résonne beaucoup et j'imagine ceux qui l'entendent au téléphone, ils entendent que la résonance, du coup. I'm so sorry. Donc là, il n'y a plus de résonance, c'est bon? C'est bon. Un petit peu, mais ça va. On va quand même m'avoir interrompu. C'était très utile. J'en étais où, du coup? J'en étais aux morts et aux cas. Ouais, tu parlais de Genève et de. Genève, 289 cas, oui. Morts, pardon, même moi, je m'y perds, tu vois, avec cette propagande de cas. Donc, 289 morts, alors qu'il y a 2 mois, on était à 288 morts. Et il y a toujours 2 cantons sur les 26 où il y a 0 mort. Donc voilà, il n'y a pas de justification. Et aussi, ce que j'ai dit dans plusieurs de mes dernières vidéos, le premier semestre en Suisse a été le théâtre d'un nombre de décès inférieur, donc toute cause confondue, inférieur aux 8 dernières années quand même. Hein. Donc s'il y avait eu vraiment cette pandémie, on aurait eu quand même un nombre de cas supérieur, il me semble. Ouais. Donc voilà, donc dans ces circonstances-là, oui, c'est ce que je disais. Oui, attendez, oui, je m'y retrouve. Voilà, donc le 7 août, j'ai fait cette vidéo, l'avant-dernière vidéo sur, j'ai mis le vaccin Covid en Suisse, non merci, parce que le Conseil fédéral a commandé à Moderna, donc l'une des grosses, en tout cas des 3 grosses sociétés biotechnologiques de vaccins à ARN ou à ADN, 4,5 millions de doses, ce qui représente en fait une vaccination pour 2,25 millions de personnes, puisqu'ils considèrent qu'il faut 2 doses par personne, ce qui constitue en fait le quart de la population suisse. Voilà, donc ça c'est concernant les vaccins. Et on sait déjà que Moderna est allié à la société Lonza, et Lonza est basée à Bâle, au même endroit que la BRI, la Banque des règlements internationaux, pour ceux qui connaissent, qui est donc la banque centrale des banques centrales, et que Lonza a un passif de pollution des sols au mercure je fais un peu l'histoire parce que j'étais un peu renseignée là-dessus, polluer les sols donc de 1930 à 1970, et au jour où je vous parle, n'a toujours pas mis en place de plan d'assainissement. Voilà, c'est pour le petit historique de Lonza. Pour revenir à quoi déjà? À Moderna.
Histoire de Moderna. Moderna, oui. Moderna. Oui, bon, bah, c'est aussi une entreprise qui a promis de prodiguer aux États-Unis entre 500 millions et 1 milliard de doses par an. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi. Et comme vous le savez peut-être, Moderna, c'est mode avec RNA, donc RNA qui veut dire ARN, ARN pour acide ribonucléique. Donc c'est un vaccin qui vise à changer notre code génétique comme pour ceux à l'ADN. Voilà. Et puis évidemment, sans surprise, financé par qui? Je sais pas. Bill? Non. Ah ouais. Il est encore là, lui. Bill et Melinda Gates, changer. En fait, ça irait plus vite, je pense, de lister les choses qui ne financent pas. Oui, alors tout à l'heure, j'ai fait une petite liste dans la voiture. Bon, il y a 730 sociétés. Et parmi ces 730, j'en ai mis une cinquantaine. C'est assez hallucinant. Hein. Ils couvrent tous les domaines. Hein. Et puis, alors, sa philanthropie avec Monsanto, McDo, les entreprises d'armement, les voitures et j'en passe. Oui, enfin, si les gens savaient, quoi. 3 petits points. Ouais. Mais heureusement, il y a Netflix pour le présenter comme. Ah oui, bien sûr. Oui, je ne regarde pas Netflix. Il y a des séries pour vanter les mérites de Bill Gates sur Netflix. Oui. C'est ça. Ouais. Il a besoin de ça, le pauvre, hein, parce qu'avec tout ce qui lui pend. D'ailleurs, ça doit être financé par Bill Gates aussi, je pense. Qui ça? Netflix, oui, certainement. Ça, je l'ai pas. Voilà. Et du coup, Chloé, pour revenir au vaccin et Moderna. Je voulais revenir en fait au sujet sur lequel on était quand on a fait l'histoire de micro. C'était l'histoire de l'état d'urgence. Tu sais, on parlait de l'état d'urgence. Alors chez nous, on parle de situation extraordinaire et de situation particulière. La situation extraordinaire, c'est ce qu'on peut assimiler à un état d'urgence où le Conseil fédéral, donc notre gouvernement, peut prendre les pleins pouvoirs. Et puis là, depuis le 19 juin, on est repassé en situation particulière. Ça veut dire que le Conseil fédéral peut encore édicter des ordonnances, mais doit consulter les cantons, qui sont donc les régions en Suisse, qui ont une petite autonomie, disons. Et donc, depuis que nous sommes de nouveau en situation particulière, il y a la loi sur les épidémies qui a été votée aux grandes dames des personnes éveillées en 2013, enfin début 2013, pour rendre possible, pour permettre au Conseil fédéral d'imposer le vaccin obligatoire. Donc ça fait partie, c'est l'article 6 de cette loi, qui spécifie qu'en cas de situation particulière, on peut imposer la vaccination obligatoire. Et ce qui est dans les tiroirs en ce moment, c'est un projet de loi pour prolonger cette possibilité pour le Conseil fédéral de nous imposer les vaccins obligatoires, même en situation qui n'est pas particulière, qui va être voté par le Parlement suisse, par l'Assemblée fédérale en septembre, la session de septembre. Et donc, on appelle tous nos conseillers nationaux, conseillers d'État qui sont censés être nos représentants à s'opposer à ce projet de loi qui, en fait, prévoit de prolonger donc cette situation, les mesures prises et la vaccination obligatoire en dehors de la situation particulière jusqu'à fin 2021. Au départ, ils avaient quand même prévu de le faire jusqu'à fin 2022. Et vu les pressions qu'on a pu mettre, parce qu'on a déjà lancé un référendum sur l'application de traçage, peut-être vous avez suivi, je pense que le Conseil fédéral s'est un petit peu ravisé sur l'échéance de ce projet de loi, mais n'empêche que en 1 an, ils ont largement le temps de faire en sorte que la population se vaccine un maximum. Hein. Donc bon, va falloir être vigilant, va falloir que les citoyens se réveillent encore plus vite que... Et je conseille aux Suisses d'aller en Albanie et de demander la nationalité albanaise, parce que là-bas, même s'il y a des obligations, ils ne sont pas respectés du tout les vaccins. Moi, dans ma vie, j'ai dû en faire 2 vaccins quand j'étais gamin. Donc, et c'est pareil maintenant. Donc, si jamais les Suisses, on va les recevoir en réfugiés. C'est gentil. L'appel est lancé alors. Tu as des visas humanitaires en Albanie pour nous? On va en créer. On va en créer. Dès qu'on vire les Rothschild d'Albanie, parce qu'ils y sont. En tout cas, si vous voulez faire les vaccins, ne venez pas en France. Hein. Non, ça, on l'a bien compris. Non, ouais. non. Et d'ailleurs, tu expliquais dans ta vidéo que déjà la Suisse avait pris des engagements auprès de Gavi. Donc, oui. Alors, ce que j'ai découvert au fil de mes recherches ces temps-ci, c'est que depuis janvier 2009, le Conseil fédéral avait signé un accord avec Gavi et avec ses membres, du coup, pour une impunité totale, immunité-impunité, autant par rapport aux impôts que par rapport aux éventuels méfaits, délits, non-respect des lois qu'ils pourraient commettre.
Tu verrais, j'aimerais vous envoyer le lien parce que ça vaut la peine de lire le texte. Hein. C'est vraiment l'impunité complète. Un Suisse de souche n'a pas accès à ce genre de privilège. Hein. Qu'est-ce que j'avais noté justement, que j'avais remarqué en plus? Donc, inviolabilité totale des locaux. On ne peut pas rentrer, des archives. Indépendance et liberté d'action de Gavi totale. Publication, communication sans restriction. Donc, pas d'impôt du tout, ni pour les membres, ni pour la personne morale, donc l'entreprise. Exonération des impôts, tous les impôts, pas de TVA, immunité juridique, d'exécution, pas d'arrestation possible, pas de détention possible. Enfin bref. Donc ça, c'est 2009. Oui, ils se sont mis bien, quoi. Si je peux préciser pour ceux qui nous écoutent, Gavi, tout le monde ne connaît pas ça. Oui, c'est Global Alliance for Vaccines and Immunization, qui est une organisation qui a été fondée par la fondation Bill et Melinda Gates, la fondation Rockefeller, et qu'est-ce qu'il y avait encore dans ceux qui étaient sur les fonds baptismaux? Il y avait l'OMS, la Banque mondiale, il y a... Voilà, c'est ça. Tous qui sont mauvais, quoi. Tous qui sont mauvais, c'est des gens sympas. Pharmaceutique, évidemment. Et pour la petite histoire, avant que les États-Unis ne se retirent de l'OMS, le deuxième plus grand financier de l'OMS, c'était la fondation Bill et Melinda Gates, et le quatrième plus grand financeur ou financier de l'OMS, c'est la Gavi. Ce qui fait que, en fait, alors que dans les années 80, le financement de l'OMS était essentiellement lié à des nations, à des pays. Ça, c'était dans les années 80. Je pense que on était aux alentours de 81-82% du financement. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on est à 81% avant le retrait des États-Unis. Maintenant, je connais pas les chiffres après le retrait des États-Unis, où on se retrouve dans une situation où finalement, ce sont des intérêts privés, pharmaceutiques, donc essentiellement les fabricants de vaccins, les Monsanto, les industries nucléaires, le nucléaire civil, les industries les industries nucléaires. Ce qui fait que ça peut mieux faire comprendre quels sont les choix en matière de santé publique au niveau mondial de l'OMS lorsqu'on voit que tout est focalisé et tout est axé en termes de bien-être de l'humanité sur les vaccins et sur les OGM. Hein, rien que ça. Et quand on sait que Bill Gates a investi, parce qu'en fait, pendant très longtemps, moi j'ai cru, c'est juste encore une petite parenthèse que je voulais faire à propos de Bill Gates, mais pendant très longtemps, moi j'ai cru vraiment que Bill Gates avait pris sa fortune personnelle et donnait sa fortune personnelle aux pays déshérités pour qu'ils puissent acheter des vaccins ou des OGM. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait il avait mis sa fortune. En fait, oui, c'est ça, c'est un pseudo philanthrope puisque il a mis sa fortune personnelle dans une fondation, mais cette fondation place son argent dans des entreprises à haut rendement en bourse, dans le domaine pharmaceutique, les OGM, le nucléaire, etc. Et en fait, sa fondation ne donne que les intérêts, il ne donne que les plus-values de ses placements. Et donc, sa fortune ne fait que grossir d'année en année parce qu'il a fait des placements stratégiques. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte qu'il ne donne rien. Et en plus, comme il donne à des pays nécessiteux de l'argent pour qu'ils achètent des vaccins dans lesquels il a placé l'argent de sa fondation dans ces mêmes compagnies, finalement, il donne de la main droite ce qu'il reçoit de la main gauche et donc ça fait un cercle vicieux exonéré complètement d'impôts. Voilà, donc excuse-moi Chloé. Pour juste faire une parenthèse dans la parenthèse, on avait reçu Nicolas, quelqu'un de Genève d'ailleurs, qui a travaillé avant à l'OMS et qu'il a encore des contacts au sein de l'OMS. Et il nous dit qu'en ce moment même, ses contacts à lui disent Bill Gates, il est chez lui parce que Tedros, il a perdu un petit peu avec toutes les bêtises qu'il a fait. Donc Bill Gates, c'est chez lui maintenant là-bas. Oui. Donc, il nous expliquait que Bill Gates, il lui sortait le tapis rouge quand il vient là-bas. C'est le patron, quoi. Et c'est le seul des donateurs qui peut choisir où ira l'argent qu'il donne à l'OMS,
quelques petites précisions qui nous viennent des gens de l'OMS. Donc, je pense que ça vaut la peine de les ajouter suite à ce que tu as dit. C'est juste parfait. Ouais, merci pour ces précisions. Moi, avant de continuer à parler des pactes avec le diable que la Suisse a avec cette fondation, il faut savoir que le 20 mai, le Conseil fédéral a annoncé qu'il allait investir avec nos impôts, bien sûr, 300 millions de francs suisses dans la lutte pour les doses de vaccins. Donc, que les gens qui croient qu'il n'y a pas de vaccin obligatoire qui arrive à la clé se réfèrent à cet article que je pourrais vous envoyer. Et Simonetta Sommaruga, qui est la présidente actuelle, a annoncé lors du sommet de la vaccination, vous vous rappelez du sommet de la vaccination le 4 juin sur Gavi, en fait, qui visait donc c'était le sommet de la vaccination, soi-disant, mais ça visait à renflouer les caisses de Gavi, qui cherchait à obtenir 7 et quelques milliards. Finalement, elle a eu presque 9 milliards de dollars. Bref. Et donc, il y a 30 millions pour Gavi, avec nos impôts en plus, et puis 75 millions encore en plus pour tout ce qui est CEPI, OMS. CEPI, on pourra peut-être en parler. C'est une fondation, coalition pour la préparation aux épidémies grâce à l'innovation. Donc, alors, pour reparler des pactes, on a encore 2 pactes intéressants, accord entre la Suisse et la Fondation Bill et Melinda Gates, 2014 cette fois, donc c'est le département fédéral de l'intérieur et le département fédéral des affaires étrangères qui signent un Memorandum of Understanding avec la Fondation Bill et Melinda Gates pour permettre de rendre accessible, puisque vous savez, ils parlent toujours de rendre accessible, et pas obligatoire, mais accessible, les traitements thérapeutiques aux pays les plus défavorisés. Comment ils disent que c'est des pays qui connaissent des pénuries de ressources. Voilà, donc ils vont commencer avec l'Afrique subsaharienne pour changer. Et donc voilà, ensemble, disons qu'ils élaborent des réglementations plus souples pour pouvoir acheminer ces médicaments si importants, si efficaces dans les pays du tiers-monde. Et on a aussi en décembre 2015 le premier plan de financement, de convention de financement entre OMS, Fondation Bill et Melinda Gates, la DDC, c'est la Direction de développement et de coopération en Suisse, et Swissmedic, qui est l'Agence nationale des médicaments qui correspond à l'ANSM en France. Donc, des plans de financement qui sont mis en place. Là, le dernier plan de financement qui a été signé, c'est le 3 février de cette année, pour 3 ans, 900 000 dollars, je crois. Pour de nouveau rendre accessibles tous nos merveilleux médicaments, nos merveilleux vaccins aux pays qui ont besoin de manger et d'eau potable, mais on leur envoie des vaccins, bien sûr, c'est bien plus intéressant. Oui. Puis on voit les résultats, d'ailleurs, on a vu ce que ça a donné en Inde, dans d'autres pays, enfin voilà. C'est ça exactement. D'ailleurs, en parlant de ça, juste, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, les tests du vaccin Moderna a donné des effets secondaires à 100% des personnes qui avaient pris les 2 doses de 100 microgrammes. Juste, voilà, dans la liste des participants. 100%, ça va encore, ils sont immunisés de toute façon. Voilà, c'est ça. Pas les gens, je parle des labos. Puisqu'il y a des lois qui les protègent, quoi qu'il arrive, ils ne seront pas poursuivis en justice. Voilà. Vous avez fait passer un commentaire tout à l'heure qui avait une question très intéressante qui était comment faire pour éviter le vaccin obligatoire. En ce qui me concerne, personnellement, j'ai même pas ce problème-là parce que du fait que je sois d'une origine et que j'ai vécu dans plusieurs pays, en fait, je vais juste aller d'un pays à l'autre pour l'éviter. J'en ai rien à foutre, je le prendrai pas. Par contre, pour ceux qui n'ont pas le choix, je pense que c'est un bon moment d'essayer de discuter de ça parce que il faudra l'éviter à tout prix. Ce vaccin, ça pue, mais les vaccins en général, autant moi je croyais que les vaccins c'est bien et tout, et c'est Johan qui me parlait à l'époque, je le prenais pas au sérieux, mais au final, bah voilà, Johan, t'avais raison, j'avais tort, voilà. Mais ce vaccin en particulier, il sent mauvais, ça pue 100% l'état profond avec des objectifs bien spécifiques. Je sais pas si c'est les nanobots là, des trucs de traçage ou j'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est pas bon pour celui qui aura le vaccin. Donc, c'est la première fois que je pensais jamais arriver à un moment où je vais dire ça. Il faut éviter de prendre ce vaccin à tout prix et il faut qu'on discute du coup maintenant parce que moi, j'ai aucune idée comment on pourrait faire. Bah, comme l'explique Chloé, ce qui est important, c'est justement ce vaccin Moderna qui modifierait l'ADN. Donc, enfin, si j'ai bien compris, Chloé, c'est ça.
Donc je pense que c'est là la première piste, elle est là, c'est-à-dire que là on a quelque chose qui est scientifique, ce n'est pas une supposition ou on n'est pas en train Mais je ne sais pas de quelle manière c'est possible ça, c'est-à-dire quelque chose qui modifie ton ADN. Bah il y a une généticienne qui en a parlé récemment. Tu avais partagé sa vidéo. Ouais, Ouais. je vais te laisser prendre le relais, Jean-Jacques. Mais il y a une généticienne qui en a parlé justement comment ce vaccin Moderna pouvait influencer sur l'ADN. Oui, Ok. mais en fait, c'est le principe est assez simple parce que c'est un principe qui est utilisé dans les laboratoires de recherche et dans les laboratoires de génie génétique, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est effectivement à peu près le même principe qui serait appliqué à l'être humain, c'est-à-dire qu'en fait, bon, je vais juste faire une petite initiation très rapide à la génétique, mais je vais vraiment pas rentrer dans les détails parce que sinon on est parti pour 3 heures. Mais donc il y a ce qu'on appelle l'ADN. Hein, donc l'ADN c'est l'acide désoxyribonucléique qui est la mémoire de notre patrimoine génétique, la mémoire qui nous vient à la fois de notre espèce, donc de nos parents, de nos lignées, etc. Mais il y a beaucoup plus que ça, parce que maintenant on découvre de plus en plus l'épigénétique, c'est-à-dire on se rend compte que tout ce qui a été vécu comme traumatisme, comme expérience, etc., de nos ancêtres et de nous-mêmes, va s'inscrire dans l'ADN. Pour prendre une image très simple, on pourrait dire que on a cru jusqu'à présent que l'ADN, c'était un peu comme toute l'information qui est inscrite sur un DVD. Et un DVD, ça c'était la croyance jusqu'il y a quelques dizaines d'années, un DVD, une fois que vous l'avez, vous ne pouvez plus le modifier. En fait, on se rend compte que l'ADN, en réalité, c'est notre patrimoine génétique, effectivement, avec lequel nous entrons dans la vie, nous naissons, mais c'est beaucoup plus semblable à un disque dur d'ordinateur. C'est-à-dire que quand vous achetez un ordinateur, vous avez un certain nombre de programmes qui sont déjà installés. Et puis après, au fur et à mesure que vous allez travailler, que vous allez vivre avec cet ordinateur, eh bien, vous allez enrichir l'information, vous allez enlever des programmes qui sont inutiles, etc. Et c'est beaucoup plus comme ça qu'il faudrait voir notre ADN aujourd'hui. Et comment est-ce que l'ADN va être modifié au niveau de l'être humain? Eh bien, c'est par des phénomènes de transcription et de transcriptase inverse. Alors la transcription, c'est que lorsqu'il y a une division cellulaire, il va falloir évidemment que l'information qui se trouve dans la première cellule se trouve dans les deux nouvelles cellules qui sont issues de cette division cellulaire. Et ça va se faire à travers ce qu'on appelle l'ARN. L'ARN, c'est l'acide ribonucléique qu'on appelle parfois l'ARN messager, c'est-à-dire l'ARN qui va copier comme si on avait une clé USB. Vous voyez que vous allez aimer la génétique avec moi parce que là, je ressors mes talents de pédagogue. Donc, c'est comme si vous aviez une clé USB sur laquelle vous copiez l'information génétique et vous le remettez pour transcrire une nouvelle information génétique dans la nouvelle cellule. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la transcriptase inverse, qui a été découverte par le professeur Beljanski. D'ailleurs, Beljanski a eu énormément de problèmes avec la science par la suite parce que ça révolutionnait trop la vision génétique et les intérêts de milliards de dollars parce que on a cru pendant quelques années aux thérapies génétiques, c'est-à-dire à réparer l'ADN en croyant que l'ADN c'était un disque, que c'était un DVD. À partir du moment où Beljanski a prouvé que l'ADN se modifie en permanence tout au long de notre existence et qu'il ne faut pas des millions d'années ou des mutations génétiques aléatoires pour que l'ADN se modifie, évidemment, il a eu beaucoup de problèmes parce que ça mettait par terre toutes les ambitions du génie génétique et des thérapies géniques. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 10-15 ans, on n'entend plus jamais parler dans les médias mainstream de l'espoir des thérapies génétiques parce que c'est quelque chose de totalement tombé à l'eau, quoi. Bon, maintenant je viens au vaccin ARN. Le vaccin ARN suivrait le même protocole qu'on utilise en laboratoire parce que quand on veut insérer donc de l'information génétique, puisque l'ARN c'est ça, c'est un transporteur d'information génétique. Quand on veut inclure une information génétique
étrangère dans un ADN de base, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre dans un bouillon, si vous voulez, un bouillon de culture, on va mettre l'ADN et on va mettre l'ARN, par exemple, un ARN de singe qu'on va essayer de greffer dans la séquence d'ADN de la cellule humaine. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre? C'est qu'on va donner une courte décharge électrique qui va avoir comme effet d'ouvrir la séquence d'ADN à l'intérieur de la cellule. Et pendant cette courte ouverture, l'ARN qui se balade dans le même bouillon de culture, pouf, va venir se greffer et va venir, c'est un peu comme si on avait un ruban, on coupe le ruban et on insère aux deux extrémités du ruban qui vient d'être coupé un brin d'ARN étranger. Et c'est comme ça qu'on fait des manipulations génétiques. C'est comme ça qu'on peut mettre... oui, vas-y. C'est donc à ça que va servir la sorte d'outils qui vont appliquer sur la peau après vaccination. Le petit appareil, là. Vaccin. Voilà. Donc, c'est pas pour activer le vaccin, c'est pour forcer la pénétration de cet ARN dont personne ne sait ce dont il s'agit. Ça peut être de l'ARN de singe, ça peut être de l'ARN de chauve-souris, ça peut être de l'ARN de pangolin, de porc. Non, mais je rigole pas, mais le virus H1N1 qui a circulé avait des séquences de porc, des séquences d'oiseaux, je ne sais plus quel type d'oiseau, et avait des séquences humaines. Ce qui fait que, et donc déjà là, on pouvait s'inquiéter du fait que ce n'était pas un virus naturel qui était en circulation. Et de nouveau, on est en train de nous rejouer le même coup. Et je veux terminer ma petite présentation. J'espère que tout le monde a compris ce que je voulais dire. On a été super qualité de pédagogue parce que c'est la première fois que je comprends aussi bien le problème des vaccins, en fait. Bon, ben merci. Moi, j'adore expliquer. C'est ton métier en même temps. Mais c'est mon métier. Voilà, moi, je suis pas lanceur d'alerte, je suis formateur. Moi, je suis un vulgarisateur scientifique. Et comme j'ai énormément de connaissances en biologie, en médecine, etc., j'aime rendre accessible le savoir à tout le monde pour que les personnes prennent leurs décisions. Moi, je suis pas là pour dire aux gens, voilà, faites ça ou ne faites pas ça. Moi, je leur explique ce qui va se passer avec ce vaccin Moderna. Et merci Chloé, je n'avais pas repéré que le RNA de Moderna, c'était le ribonucleus acide. Génial. Merci, ça a fait ma journée. Oui. Et donc, je voudrais juste terminer par une information qui est peut-être passée complètement inaperçue, c'est que au niveau européen, ils viennent de changer leur disposition concernant les manipulations génétiques. Je ne sais pas si vous avez vu passer cela, mais donc tout ce qui est OGM vient de recevoir beaucoup plus de latitude et beaucoup plus de permission que ce n'était le cas jusqu'à présent. Et pourquoi, d'après vous, alors qu'on est en train de parler d'un vaccin à ARN libre, c'est-à-dire un ARN qui n'est lié à aucune séquence protéique, etc. Eh bien, c'est parce que effectivement, ce qu'on va faire avec ce qu'on veut faire. Moi, je préfère le dire comme ça parce que je ne veux pas créer une forme pensée qui va se réaliser. Je dis ce qu'ils veulent faire. C'est pire que Frankenstein. C'est transformer les êtres humains petit à petit de façon génétique. Et donc inclure de nouvelles informations génétiques dans notre patrimoine qui, une fois qu'il sera coincé, on ne sait absolument pas ce que ça va donner comme conséquence. Voilà les enjeux. Et donc, pour répondre, enfin, moi, je serai prêt à répondre après sur qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela, mais je pense que c'est vraiment important que vous compreniez que ce vaccin, c'est une saloperie qui n'a jamais été testé jusqu'à présent sur un être humain, et Dieu merci, ça n'a jamais été testé. Ni sur des animaux d'ailleurs, je crois. Oui, et pas sur des animaux non plus. Je viens d'avoir une révélation là. On va aller un peu en une parenthèse X-Files. Là, ce que tu viens de dire en fait, concrètement,
on est en train de s'attaquer à l'humain. Oui. Par la création naturelle de l'humain. On est en train de s'attaquer à la création. Donc, du coup, c'est normal que celui là-haut, il n'est pas content et qu'il débarque et il dit, les gars, ça suffit, j'interviens parce que là, sans moi, vous êtes paumés là. Et donc, parce que je parle dans un de mes lives récemment, je dis, avec tout ce qui se passe en ce moment, les gars, il faut voir une intervention divine parce que les choses se produisent d'une manière tellement forte que c'est hallucinant. Et là, ce que tu viens de me dire, c'est la première fois que je prends conscience de tout ça. Et en fait, concrètement, je remarque que les satanistes, parce que l'état profond tel qu'il est décrit sur Q, c'est un groupe de satanistes, ils sont en train de s'attaquer à la création. Oui. D'accord. Donc, qu'on croit ou on ne croit pas, qu'on ait la foi ou pas, il y a des choses qui sont écrites et qui donnent un sens à tout ce qui se passe en ce moment. Et du coup, les satanistes s'attaquent à la création. Et forcément, il y en a un qui est pas content avec ça et il est en train d'intervenir. Je vois ça de cette manière-là et c'est la première fois que je fais le lien en fait. Parce que je me suis toujours dit pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Parce que le monde était parti en vrille avant aussi. Non, c'est parce que cette fois, ils vont tellement loin. Le mal, le nuage noir que l'humanité a eu au-dessus pendant très longtemps, ils sont allés tellement loin où carrément, ils attaquent la création humaine. Ils ont attaqué plein d'autres créations, mais c'est l'humain qui est celui qui est censé représenter Dieu sur Terre. Donc, et là, vraiment, c'est la première fois que je prends conscience de ça. Merci Jean-Jacques. Et ça me rassure encore plus parce que du coup, je comprends pourquoi tout ce qu'on dit là et toutes les choses qu'on parle qu'ils veulent, elles n'arriveront pas. 100% garantie. Il faut qu'on se bouge. Comme Chloé a dit, il faut qu'on l'ouvre grand. Comme Jean-Jacques a dit, il faut qu'on agisse. Comme on dit, il faut qu'on agisse. Mais par contre, je ne m'inquiète pas sur le résultat final. C'est hors de question que quelque chose comme ça devienne réalité. Hors de question. Et on a quelqu'un de notre côté qui est imbattable. Donc, voilà. Et fermeture de la parenthèse X-Files. Et voilà. J'ai une petite réaction quand même pour toi, Jean-Jacques. Même si ce vaccin sera mis en place par Moderna, les populations vont le refuser pour beaucoup. Mais pour celles et ceux qui vont l'accepter, quelles conséquences pourrait avoir un tel vaccin en termes héréditaires? Parce que aujourd'hui, effectivement, de dire non, c'est une chose, mais ce vaccin, s'il est appliqué ne serait-ce qu'à une partie de la population, peut avoir des conséquences sur des générations suivantes. Donc peut-être que pour eux, le plan n'est pas de vacciner toute la planète, mais un certain nombre de personnes qui pourraient justement influencer sur les générations suivantes. Qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus? Il y a déjà des données observées et observables depuis 40 ans. C'est-à-dire que en fait, on a regardé quelle était l'immunité naturelle qui est transmise par les mères à leurs filles, qui elles-mêmes le transmettent à leurs filles, qui elles-mêmes le transmettent à leurs filles, en fonction de l'historique vaccinal des mères successives. Et en fait, on se rend compte que plus les mères, enfin, plus les enfants qui deviennent mères elles-mêmes sont vaccinés, plus l'immunité naturelle diminue. C'est-à-dire que d'une génération à l'autre, on observe déjà une immunité naturelle, une diminution de l'immunité naturelle. Il y a eu des mesures qui ont été faites de façon très précise sur la rougeole sur 40 ou 50 ans. Et en 2009, on avait montré cela. Et la raison, elle en est très simple, c'est que il y a le phénomène de ce qu'on appelle le remplacement épidémique. Le remplacement épidémique, c'est que lorsqu'on vaccine, on introduit un virus, mais qui lui-même a été manipulé. C'est-à-dire qu'en fait, on ne prend pas le virus naturel de la rougeole, si je prends le vaccin de la rougeole, on prend le virus de la rougeole qui a été manipulé pour le rendre, entre guillemets, plus efficace pour provoquer une réponse immunitaire. Et donc, quand on injecte un vaccin avec un virus de la rougeole, c'est donc un virus vaccinal. Et d'ailleurs,
quand on fait un prélèvement sérologique, on est capable d'identifier si on est en présence d'un virus naturel ou d'un virus vaccinal. Parce qu'il y a des cartes d'identité différentes entre un virus vaccinal et un virus naturel. Et on se rend compte que plus les générations sont encombrées de virus vaccinaux, plus l'immunité naturelle transmise de génération en génération s'abaisse. Et donc, du coup, il va y avoir aussi un déplacement des maladies, c'est-à-dire que on peut faire l'hypothèse, et c'est une hypothèse qui est défendue avec de plus en plus d'éléments, on peut faire l'hypothèse que l'apparition de plus en plus de maladies chroniques, l'apparition de plus en plus d'allergies, de maladies dégénératives, etc., sont liées au fait que notre immunité naturelle qui nous protégeait de tout cela est de plus en plus déficiente. Donc, a fortiori, je dirais, mais ça, on ne peut faire que des conjectures, donc je suis pas affirmatif dans ma réponse. Mais je me dis que si déjà avec des virus qui étaient peu manipulés et qui restaient des virus humains, des virus compatibles avec l'être humain, on ne jouait pas avec des porcs, des chauves-souris ou des oiseaux. Déjà là, on a diminué l'immunité. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on va nous injecter un virus animal, un ARN animal? Est-ce qu'il va être rejeté? Est-ce que ça va créer des dégénérescences? Est-ce que ça va créer de l'infertilité congénitale? C'est-à-dire que les enfants qui vont naître de gens comme cela vont se retrouver stériles. C'est-à-dire que la génération vaccinée ne sera pas stérile, mais la génération suivante sera stérile. Tout est possible. Mais en tout cas, quand on voit ce qui se passe déjà avec la perte de contrôle des OGM au niveau des cultures, où on se rend compte que quand on a des semences OGM qui viennent contaminer des semences naturelles, ce sont les OGM qui prennent le pas sur les semences naturelles. On sait aussi, et c'est la dernière chose que je vais dire parce que je voudrais laisser parler Chloé de nouveau, mais on sait aussi que un certain nombre de personnes vaccinées deviennent des super contaminateurs. C'est une expression qui a été très à la mode ces derniers mois. Mais par contre, ce n'est pas une blague. Une personne fraîchement vaccinée, et habituellement le temps c'est entre 48 et 72 heures, devient un super contaminateur pour tout son entourage. Et ça, c'est pas censé être l'inverse qu'ils nous disent, que c'est justement les personnes non vaccinées qui sont des dangers pour les autres. Non, mais c'est ça, mais c'est parce qu'en fait, comme on vient de, oui, c'est ça, comme on vient de leur injecter des virus et que le corps essaye de rejeter le plus vite possible parce que c'est un corps étranger, puisque c'est un virus qui n'est pas naturel, eh bien, ces personnes-là deviennent des super contaminateurs pendant les 48 à 72 heures à la suite de la vaccination. Donc, pour bien faire, il faudrait normalement isoler totalement des personnes fraîchement vaccinées pour qu'elles ne contaminent pas les autres personnes qui n'ont pas été vaccinées. C'est bizarre qu'ils nous parlent pas de ça. Hein. Mais c'est il y a plein de choses dont ils ne parlent pas. Hein. Notre immunité, comme tu le rappelais, Jean-Jacques. Les traitements naturels, l'artémisia, enfin bref, etc. Oui, mais les gars, regardez, il y a une nouvelle voie qui est en train de se développer, de grandir d'une manière exponentielle. Oh, nous, on est en train d'en parler. Et les gens, ils écoutent. Là, actuellement, je vois que juste des décodeurs, il y a plus de 5000 personnes qui sont là, qui regardent en direct. Il y a des radios, des stations radio qui rêveraient avoir ce genre d'audience. Et on est là et on parle de ce genre de sujet d'une manière vraiment, on est meilleur que les médias. Là, je vous regarde, en fait, c'est la première fois, il y a quelqu'un qui écrivait, je kiffe votre live ce soir et Léo aussi, ça se voit dans son regard. Je suis en train d'adorer parce que c'est une vidéo que je regarderai avec énorme plaisir et en bonus, j'ai le privilège d'être là avec vous. C'est juste énorme. Et en privilège, il y a plein de gens qui sont là à nous regarder. Il y a un switch qui est en train de se faire. Et donc, il y a une nouvelle voie qui est en train de se développer et cette chose-là, elle ne passera pas dans le commentaire, on le lit. Les gens, ils veulent pas de toute manière. Déjà, avec les masques, ils ont du mal à les imposer, mais alors le vaccin, parce que le masque, c'est un truc vite fait. Tu le mets, tu l'enlèves, bon, allez, certains se disent, c'est pas grave. Mais le vaccin, tu te mets une saloperie dans le corps.
Donc, les gens ils diront non, non, mon gars, là, tu vas trop loin. Là. Mais Donc, le masque, en fait, c'est un moyen de maintenir cette tester. pression et cette peur et justement pour... vas-y, je laisse finir. En fait, c'était juste, si vous avez une idée, moi j'ai l'impression que le masque est une manière Oui. de tester l'obéissance et leur pouvoir sur les gens de la même manière qu'il y a eu cette histoire de PQ juste après le Covid. On a Mais- balancé le Covid et du coup les médias ont testé leur capacité de manipulation en commençant à parler du PQ. Et en fait, quand ils ont vu que tous les rayons des supermarchés n'avaient plus de PQ, ils se sont dit c'est bon les gars, on peut y aller. Donc, tu vois, ils testent. J'ai l'impression qu'ils font ce genre de choses parce qu'il s'agit d'une manipulation de masse à une échelle internationale. Bah, moi, je vois une chose en ce moment là. Ils sont en train de pousser un peu les gens à bout là. Les gens, la plupart des gens en ont marre un peu du masque. On en impose là dans les écoles, on impose aux enfants d'aller se faire tester, etc. J'ai l'impression qu'ils font tout ça, qu'ils mènent ça vraiment à son paroxysme et que ça va aller de pire en pire en fait sur les prochaines semaines. J'ai l'impression que l'objectif de tout ça, en fait, c'est que les gens en aient tellement marre que quand le vaccin va arriver, même ceux qui veulent pas du vaccin vont se dire bon allez. Là, j'en peux plus, il nous saoule avec tout ça. Au moins, après, je serai tranquille. C'est l'objectif. Mais je pense que c'est l'objectif. Non, 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 je pense vraiment pas. Je pense que ce qu'ils veulent, eux, c'est avancer méthode. vers leur objectif. Mais par contre, étant donné qu'il y a beaucoup de résistance, ils sont obligés d'y aller comme des cochons. Et du coup, le fait qu'ils y vont comme des cochons, ça crée cette résistance au public, mais elle n'est pas volontaire. Elle n'est pas volontaire. Elle est justement, c'est une conséquence du fait qu'en fait, les gens, ils ont éteint leur télé à un moment parce qu'ils ont compris que s'ils se sentent pas bien, c'est parce qu'ils regardent la télé. Donc, il y a de plus en plus de gens, une fois qu'ils éteignent la télé, là, c'est game over, c'est fini. Donc, petit à petit, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont encore silencieux parce qu'ils sont entourés de gens que eux aussi, ils sont éveillés, mais ils ont peur du jugement des autres. Donc, on est juste la veille d'une réaction en chaîne où les gens vont faire leur coming out. Tu vois, comment on appelle ça? Ils vont sortir de l'armoire, ou je sais pas c'est quoi l'expression. Tu vois? Donc, parce qu'il y en a plein qui le sont, mais qui le sont cachés, ils n'assument pas, simplement parce qu'ils sont dans des entourages, comme eux, ils étaient avant, de gens complètement formatés, et du coup, ils ont peur de la réaction des autres. Mais il y en a plein, réellement. Et ce vaccin-là, ça va être vraiment la réaction en chaîne, quoi. Et moi, je pense quand même, pour rebondir sur ce que tu disais, Johan, que les masques qui sont imposés en ce moment sont une continuité, sont une façon de maintenir les gens dans une gêne qui sera ôtée, de laquelle ils seront délivrés avec le fameux vaccin. Je pense qu'effectivement, c'est un bon test de soumission de la population comme pour le PQ, mais que les gens ont tellement marre qu'ils se diront n'importe quoi sauf le masque, quoi. Moi, et puis aussi pour donner de la légitimité au discours, puisque comme il n'y a plus de morts, s'il n'y a plus de signes visibles de cette pseudo-pandémie, les gens ne croiront plus ces mensonges-là, ils n'iront pas se faire vacciner. Je pense que le masque remplit toutes ces fonctions-là. Et de la même façon, en Suisse, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le responsable de la santé, qui a d'ailleurs démissionné juste derrière, a avoué le 29 mai que la fermeture des écoles n'était pas nécessaire au niveau épidémiologique, mais que c'était pour faire comprendre à la population que la situation était grave. Donc, tu vois, ils sont capables de faire ces choses-là pour faire comprendre. Tu vois, c'est de la pédagogie, en fait. Et c'est exactement ça aussi. C'est exactement ce qu'ils ont fait en live sur un plateau. Je sais plus si c'est sur BFM. C'est avec le professeur Toussaint. Il a expliqué en fait tout ceci. Le bras droit entre guillemets de la maire de Paris lui a répondu que même s'il n'y a pas de risque, on est obligé de le faire. Parce que entre guillemets, ils sont obligés d'être crédibles avec. En fait, ils le font par nécessité. En fait, si tu veux, même s'il n'y a pas de risque ou même si les risques sont très minimes, en fait, ils le font pour que les gens respectent en fait le port du masque, etc., etc. Politique. En fait, voilà, ils vont donner un moyen de pression avec justement des amendes, avec tout un protocole qui est mis en place pour justement que les gens obéissent au cas où.
C'est-à-dire au cas où, si ça reprend, on aura fait le maximum. Ça c'est Ouais. bon, ça c'est la phrase politique. Mais ce qui est important, voilà, c'est ça. C'est ils maintiennent la peur. Moi je le vois dans la nuit. On aurait pu réouvrir les discothèques. On aurait pu. Voilà. On va rebondir après là-dessus, Matt, si tu peux. Voilà, je finis avec ça. Alors du coup, moi qui suis, enfin, aujourd'hui c'est mon secteur d'activité, donc on a une tournée, je suis en relation avec énormément de patrons de discothèques, tous plus ou moins comprennent un petit peu la situation, même si c'était pas le cas au début, et on comprend très bien avec les bars, les manifestations, les fêtes privées, les pubs, et j'en ai fait moi dernièrement, donc je sais le nombre de personnes et je sais comment les gens sont les uns sur les autres, sans incidence dans les hôpitaux. Mais si aujourd'hui psychologiquement on laissait ouvrir les discothèques, on laissait les concerts, les gens les uns sur les autres, sans incidence dans les hôpitaux, pourquoi demain irait-il se faire vacciner déjà? Ça, c'est impossible. Donc aujourd'hui, on a une mesure qui est plus psychologique qu'autre chose, et pour justement donner cette illusion que le virus est parmi nous, et voilà, sans parler de charge virale, si elle est au plus bas. Enfin, ils nous donnent pas les détails, mais ils nous font passer les cas positifs pour des malades. C'est complètement aberrant. Et pour finir sur ce qu'a dit Jean-Jacques, la généticienne en parlait très bien. Dans le nord de l'Italie, ils ont fait une campagne de vaccination sur 180 000 personnes âgées de plus de 65 ans, de la méningite et de la grippe, et c'est là où il y a eu le plus de décès, et ils ont pu constater après une étude que ceux qui avaient fait les formes les plus sévères, ou en tout cas les décès dus au Covid, c'était plus du côté des personnes qui avaient été vaccinées de la méningite ou de la grippe. J'ai peut-être dit une bêtise, Jean-Jacques, je te vois dire non. Après, je rebondirai sur les discothèques. Hein, bon, je te laisse me corriger, mais en tout cas, moi, je l'avais compris dans ce sens-là. Ton micro, Jean-Jacques. Ton micro est coupé. Voilà. Oui, je voulais juste corriger une phrase que tu as dite, parce que c'est une phrase qui est dite par beaucoup de gens sans même s'en rendre compte. Quand tu dis les gens qui ont été le plus atteints ou qui sont le plus décédés du Covid, en fait, il faudrait retirer ça de ta phrase, parce que on met un lien de cause à effet comme si c'était le Covid qui avait provoqué la mort des gens. Ah oui, non, ça. Alors que, tu vois, parce que en fait, ce sont les personnes, et d'ailleurs, il y a des pneumologues italiens qui ont alerté dès le mois d'octobre 2019 en Italie des formes de pneumonie tout à fait nouvelles et inconnues. Et ils ont alerté la santé publique. Or, c'était parmi les gens qui avaient été vaccinés contre la grippe saisonnière, effectivement, où il y avait eu 180 000 personnes. Et au niveau du vaccin contre le méningocoque, là, c'était 45 000 personnes qui ont été vaccinées, parce qu'il y avait eu une épidémie début janvier de 6 cas. Alors, je ne sais pas... une épidémie de 6 cas avec 2 morts, et donc du coup on a vacciné 45 000 personnes contre donc c'est le vaccin à méningocoque, et tout ça a provoqué une surmortalité, mais une surmortalité qui n'a rien à voir avec le virus SARS-CoV-2. Voilà. Oui, je me reprends là-dessus. Effectivement, tu as raison de me reprendre là-dessus. Moi, je te parle du discours officiel, entre guillemets. Eux vont attribuer des décès au Covid sans forcément avoir d'autopsie, etc. On connaît la méthode. Mais le lien qu'on peut faire, c'est que justement, dans le nord de l'Italie, là où il y a eu le plus de mortalité, il y avait une forte campagne de vaccination qui est intervenue juste avant. Donc, effectivement, pour après, derrière, que je puisse te dire que ça a causé justement des décès dus au Covid, ça c'est la version officielle que moi je reprends, parce que c'est vrai que j'ai pour habitude de le faire pour pas être trop attaqué sur ma page et pour rester sur du on va dire politiquement correct, mais effectivement après derrière il y a tout un travail de compréhension pour justement arriver à faire en sorte que les gens comprennent que les décès qu'on a aujourd'hui du Covid ne sont pas forcément dus au Covid. Il y a la comorbidité, il y a énormément de paramètres à prendre en compte, mais on va attribuer systématiquement et très facilement au Covid. Donc, mais tu as eu raison de me reprendre, parce que c'est important que nous aussi, on soit dans cette compréhension pour ceux qui nous écoutent, et qu'on soit pas dans la rhétorique des médias. Je te laisse. Les médias officiels subventionnés. Oui, je voulais rebondir sur les discothèques. Tu parlais, Matt, de la fermeture en France. Alors, chez nous, en Suisse, elles ont été réouvertes le 6 juin et refermées le 31 juillet, parce que, soi-disant,
donc l'Office fédéral de la santé publique disait qu'il y avait beaucoup de contamination dans les bars, avec les animations et avec les discothèques. Donc, fermeture de nouveau le 31 juillet des discothèques. Et 2 jours après, qu'est-ce qu'on apprend? Le même OFSP nous dit que non, en fait, pas du tout. C'est pas dans les discothèques que ça se transmet, c'est dans les familles. C'est ça. Mais pourtant, les discothèques n'ont pas réouvert. Et ce que j'ai appris encore après, j'ai vu une petite vidéo sur un journal local de Haute-Savoie, que le préfet de Haute-Savoie avait été rencontrer des responsables du canton de Genève et avait dit, oui, vous savez, chez nous en France, bon, tout est fermé, donc il faudrait qu'on harmonise les mesures et que du coup, Genève devrait faire un effort de solidarité et fermer ses discothèques et ses animations. Rien à voir. Ils font des exemples et en fait, ce que tu expliques là, c'est parti en fait, je sais pas si c'est du Japon ou en Corée, où justement, ils ont fait ce cas-là. Ils ont fait un exemple où ils ont réouvert des discothèques, ils ont dit réouverture égale cas positif, donc égale danger. Et plus largement, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure en off, Chloé, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la jeunesse qui est ciblée. Pourquoi? Parce que la jeunesse ne veut pas se contre. Voilà. Donc aujourd'hui, la population qui sera le plus visée par les mesures, ce sera la jeunesse. Et moi, ce que je crains, c'est ma profession et je travaille justement avec ces patrons de discothèques, c'est qu'ils sont tellement à l'agonie que demain, si on leur demande, vous avez la possibilité d'ouvrir, mais à condition d'imposer un vaccin à votre clientèle ou un test au minimum pour que justement on puisse encore continuer avec cette folie de cas positifs. Moi, je pense qu'ils vont se servir juste de ces patrons de discothèques pour appliquer un plan et que si on les ferme aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont vraiment les premiers acteurs auprès de la jeunesse. Comme les écoles peut-être demain, mais en tout cas, les discothèques seront vraiment le point central pour imposer un vaccin avec la fête, etc., etc. Les gens qui n'en peuvent plus de pouvoir faire la fête, et c'est peut-être un moyen de pression. Il y a aussi un autre truc avec les discothèques, c'est que on vient de dire qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent mais qui restent silencieux. Dans les discothèques, c'est typiquement l'endroit où on peut échanger. Et en échangeant, c'est dans ces situations-là où on peut propager, tu vois. Et donc, du coup, ils cherchent quoi? À nous confiner, à nous diviser, à nous séparer les uns des autres. Ils font tout pour ça, regarde. Même les bars, tu peux plus danser, tu peux plus être debout, tu dois rester à table, les gens ne se mélangent plus. Enfin, tout est fait pour que... Le protocole est comme ça. Tous les contacts sociaux qui permettent à la vérité de se propager, mais évidemment que ça ne prend pas. D'ailleurs, il parle bien de distanciation sociale et pas de distanciation sanitaire. Ah, pardon. Ça a coupé, je t'entendais pas en même temps. Non, je sais pas si on m'a entendu. Du coup, je disais, il parle bien de distanciation sociale et pas de distanciation sanitaire. Tout est dans le mot. Hein. On voit quel est l'objectif. Bien, les amis, parce qu'on est à 2 heures, il faudrait qu'il y ait un moment. Oui, désolé Jean-Jacques, on avait dit 1 heure. Des manifs prévus en Suisse. Des manifs et des petites astuces, des choses qu'on peut faire pour pallier à certaines. Pour les réponses à apporter. Illégitimes de nos chères autorités. Alors, on a 2 manifs déjà. À Zurich, donc c'est une grande ville suisse-allemande, grande manif. Qui commence à 14h, mais la partie de 14h à 17h n'est pas déclarée. Donc, je le dis, comme ça, les gens sont prévenus. Pour l'instant, elle n'est pas déclarée. Par contre, la partie de 17h à 19h, celle-là, elle est complètement conforme au règlement. Elle est déclarée. Donc, à 17h, c'est sur Helvetia Platz. Donc, c'est facile, c'est la place helvétique. Et puis pour la partie d'avant, j'ai du mal à le dire, mais je pourrais le mettre en bas de la vidéo plutôt, parce que je parle pas du tout allemand. Donc, à 14h, c'est, attends, je vais quand même essayer. C'est Schlautenplatz à 14h. Ça, c'est pour Zurich le 29 août. Et le 12 septembre, c'est à Genève, place des Nations, beaucoup plus simple à dire, 15h. Ça, c'est les 2 grands rendez-vous suisses. Donc, on va essayer de faire une manif à la berlinoise. Vous vous rappelez? Il y a bien. à Berlin. Ensuite, j'ai un petit papier qui tient lieu d'attestation pour les masques qui dit que la personne qui signe atteste et garantit que la personne qui doit mettre le masque n'aura pas d'atteinte à la santé et que la personne qui signe doit assumer les frais médicaux s'il y a le moindre problème avec la santé. On peut adapter ça pour les vaccins aussi. Et on a aussi une lettre un contact à rédiger à l'attention du Conseil fédéral
pour demander l'abolition du projet de traçage, liberté de choix de dépistage, liberté de choix de prescription, liberté de choix pour le masque, liberté vaccinale, etc., en relevant les dangers du masque quand on respire le gaz carbonique, enfin toutes les choses dont on parle depuis des mois. Donc ça, c'est une lettre que je peux vous transmettre aussi, qu'on peut envoyer au Conseil fédéral et aussi à nos parlementaires, aux conseillers nationaux et aux conseillers d'État, bien sûr. Je rappelle que pour le masque obligatoire, parce qu'en Suisse, on a le masque obligatoire dans les transports publics et dans certains cantons, dans les magasins, mais pas du tout dans tous les cantons. D'ailleurs, en Suisse alémanique, en Suisse allemande, il n'y a pas du tout ces masques. On a fait un séjour là-bas au 1er août, zéro masque, zéro peur, les gens étaient normaux. Mais les transports publics, ça c'est dans toute la Suisse depuis le 6 juillet. Donc, l'ordonnance spécifie que sont exemptées de cette obligation les personnes qui, pour une raison particulière, notamment médicale, ne peuvent pas le mettre. Donc, il suffit de dire que on ne peut pas le mettre parce que J'ai un ami médecin, moi, ça va aller. Je n'ai pas envie. C'est une raison particulière, il n'y a rien qui est spécifié. Voilà. Et on peut, comme le disait Emma dans une de ses vidéos, manger en continu parce qu'on prend le temps. Manger, c'est bien. Il faut bien mâcher les choses pour ne pas s'étouffer. Donc ça, c'est une raison pour laquelle on n'est pas obligé de mettre le masque dans les publics. Tu vois, d'ailleurs, il y a un sketch de... Elle est ouf, Emma. Elle trouve toujours des petits trucs comme ça. Il y a un sketch de Franjo où il parle de ça aussi. C'est rigolo. Et puis aussi une dernière chose, parce que tout à l'heure, il y avait la question du vaccin obligatoire. Comment faire pour ne pas se faire vacciner? En fait, en Suisse, et je pense que c'est partout dans les autres, c'est pareil, la même chose, c'est pareil dans les autres pays, le vaccin va devenir, non pas va devenir, ils veulent rendre le vaccin obligatoire. Merci Jean-Jacques pour tout à l'heure, cette remarque très utile. Donc, pas de futur, on va juste parler des intentions de ces gens-là. Mais si jamais ça se passait, il n'y a pas de mesure de contrainte qui accompagne cette vaccination obligatoire. Ça veut dire que on ne se vaccine pas, mais on n'aura peut-être pas accès à certains commerces ou à prendre l'avion, ou etc. Mais ils ne vont pas venir chez nous et nous piquer de force. Ça, c'est sûr, c'est pas prévu par les lois, en tout cas. Au stade où on en est, ils peuvent pas faire ça, donc on va développer une économie parallèle. La résistance, c'est ça aussi. Hein. On va faire comme en 40. Il va falloir désobéir. On est en 40, c'est juste que cette fois, les armes, ça c'est une arme, c'est une souris, ça c'est une arme aujourd'hui. Tu vois, une webcam, c'est une arme aujourd'hui. C'est ça les armes d'aujourd'hui, mais là, c'est vraiment une guerre mondiale. Mais par contre, c'est pas les pays les uns contre les autres, c'est l'humanité contre le nuage noir. On arrive tous avec des ventilos pour l'enlever. Et je rebondis par rapport aux manifestations que tu annonces à la mode berlinoise. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ce genre de choses quand elles arrivent chez nos voisins. Pour la Belgique, on pense très fort à eux parce que c'est vrai qu'ils ont quand même des restrictions qui sont quand même assez élevées et beaucoup plus fortes qu'en France et qu'en Suisse. On en parlait la semaine dernière justement. On en parlait justement et puis j'aime bien avoir toujours une pensée pour eux parce que ça fait de la peine quelque part. C'est vrai que on se projette avec eux, on se dit c'est peut-être demain pour nous, mais actuellement c'est eux qui subissent ça, donc ça, on a toujours une pensée pour eux. Surtout que Chloé est franco-belge et moi je suis belgo-canadien, donc d'autant plus. On s'ouvre pas mal de surface à nous deux. Voilà, c'est ça. D'autant plus, et c'est vrai que même sans votre présence, on a toujours cette pensée, c'est très important parce que les gens nous regardent et ils ont vraiment besoin de réponses et on a un objectif ici en tout cas, c'est de redonner des solutions et de leur montrer qu'ils sont pas tout seuls, qu'ils comprennent qu'ils sont loin d'être tout seuls d'ailleurs. Pour les manifestations, je rebondis avec toi parce qu'il y en a une qui est annoncée aussi au niveau des gilets jaunes à Paris, au niveau des gilets jaunes. Moi, ce qui me dérange, sans rentrer vraiment dans le détail ou dans la polémique de savoir qui organise ou quoi, comment, c'est-à-dire que les gilets jaunes pour moi a été la marche à suivre dans le sens où elle a créé du lien social. Les personnes se sont retrouvées sur des ronds-points et ce lien social a vraiment fait prendre conscience à nos dirigeants qu'il était le plus dangereux. C'était la chose la plus dangereuse, c'était ce lien social. Et parce que les gens discutent entre eux, ils s'entraident et trouvent des solutions. D'être justement avec cette union, on trouve des solutions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la première chose qu'on attaque, c'est justement par les distanciations sociales, parce qu'ils ont très bien compris qu'il fallait nous diviser et en tout cas nous éloigner les uns des autres. Pardon ? Et pardon, je te coupe, mais par les masques aussi, parce qu'en fait, on ne voit pas les visages, on ne voit pas les sourires, donc ça coupe le lien.
C'est ça, donc ça nous empêche d'aller les uns vers les autres. C'est vrai qu'il y a une difficulté, il y a une barrière supplémentaire pour créer ce lien social. Donc je pense qu'aujourd'hui, les gilets jaunes ont permis, même si après derrière les manifestations, ou en tout cas ils n'ont pas pris pour moi la bonne direction en termes d'intervention, ou comment dire, ils n'ont pas mis en application les bonnes choses en tout cas pour aller dans le bon sens. Mais bon. Comment aller critiquer quelque chose qui a été fait spontané, et des personnes qui ont donné énormément d'eux-mêmes tous les week-ends, chaque dimanche. On va pas aller critiquer quelque chose qui a été fait spontanément, donc c'est pas possible. Après, quand on prend du recul, on s'aperçoit qu'il y a des décisions qui ont été assez bizarres, parce qu'ils auraient pu être beaucoup plus efficaces. Et je pense qu'ils ont été amenés dans une mauvaise direction. Mais après, encore une fois, je le pense comme ça. Alors, Matt, par rapport à toute ta réflexion, en fait, il faut pas oublier quelque chose. Parce que là, tu es en train de parler des décisions, etc., comme si les Gilets jaunes, c'était un mouvement politique ou je sais pas quoi, avec une structure hiérarchique et tout ça. En vrai, il faut pas oublier que les Gilets jaunes, c'est la majorité. Et je pense que malgré tout ce que tu dis, qui est complètement vrai, il y a des inquiétudes par rapport à la manière que c'est organisé et tout ça, les gens qui portent les Gilets jaunes et qui manifestent dans les rues, sont genre l'écrasante majorité, c'est vraiment des gens qui veulent juste changer les choses. Bien Donc, sûr. même si l'intention à la base peut être mauvaise, de toute manière, la majorité sait pourquoi elle est là et ils en ont rien à faire de si jamais il y a quelqu'un qui s'est mis chef des Gilets jaunes ou je sais pas quoi. Les gens, ils sont là parce qu'ils sont en colère. Et là, en ce moment, ils ont aussi une nouvelle raison à ajouter dans tout ce qu'ils avaient avant. Donc, même s'ils essaieront de faire quoi que ce soit, le fait d'avoir des gens dans les rues qui manifestent contre ces absurdités, je pense qu'il y aura un impact positif forcément. Alors justement, j'allais en venir par rapport à ça. Désolé, Johan. Pour moi, j'ai introduit les Gilets jaunes parce que c'est ce qui a permis de donner la voix à beaucoup de pays. C'est pour moi le point positif. On va surtout pas dire que ceux qui ont fait partie des Gilets jaunes n'avaient pas les bonnes convictions, parce que au contraire, ça vient du cœur. Là, tu as totalement raison, Léo. Là où je voulais venir, où je veux aller, pardon, c'est qu'en septembre, au niveau des revendications, eh ben en fait elles sont différentes en France qu'elles ont pu l'être en Allemagne, ou qu'elles seront peut-être aussi en Suisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas cette prise de parole comme on a pu voir des pancartes. Alors peut-être qu'on les verra. J'espère, et en tout cas, oui, en tout cas, je l'espère fortement. Mais en tout cas, au niveau des revendications, elles sont restées les mêmes qu'il y a 2 ans, qu'il y a un peu plus d'1 an, alors qu'aujourd'hui on est dans une crise où il y a justement toute cette prise de conscience au niveau des masques, au niveau du vaccin qui arrive, enfin tout ce qu'on a abordé ce soir ne sont pas relayés dans cette manifestation prévue en septembre, je crois le 12 septembre si je me trompe pas. Ouais, donc du coup, moi c'est juste là, j'ai envie de voir peut-être quelque chose de positif avec des pancartes, avec un message qui va dans la compréhension. Ça sera forcément le cas. Mais oui, ça sera le cas, c'est sûr. Ça sera forcément le cas. Après, j'espère. En tout cas, moi c'est ce que j'espère le plus fortement possible. Il y a la déclaration officielle, mais n'oublie pas qu'il n'y a pas de pancarte universelle chez les Gilets jaunes. Chacun fait le sien. Il y aura forcément, j'en suis 1000% sûr, des gens qui vont arriver avec d'autres types de pancartes. Oui. Et qui eux dans la vérité. Revendication, effectivement. Après, les manifestations, c'est une chose très importante, et c'est bien parce que ça montre vraiment cet élan populaire. Pour les gens qui ne voient pas encore, ils se posent forcément des questions à voir autant de gens dans la rue. Mais l'important également, c'est pour les gens qui sont déjà, on va dire entre guillemets, éveillés par rapport à ce qui se passe. C'est pas d'attendre le 12 septembre, c'est dès aujourd'hui qu'il faut rentrer en résistance. C'est-à-dire, quand le vaccin va arriver, il va falloir le refuser. Quand on vous impose de porter le masque dans la rue, si vous êtes seul à ne pas le porter, ben vous allez vous taper un PV, au pire on va vous amener en garde à vue. Mais s'il y a la moitié des gens dans la rue qui le portent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est maintenant qu'il faut se bouger, c'est pas le 12 septembre, c'est dès aujourd'hui. Et en faisant ça, on va montrer l'exemple. Parce que moi je le vois, des fois je marche dans la rue, dans des quartiers où c'est obligatoire, je n'ai pas mon masque, je vois des gens soit qui le baissent sous le nez, j'en vois même qui l'enlèvent. Ouais. C'est tous les jours qu'il faut être actif, c'est pas que ces journées-là. Morty qui avait dit soyez l'exemple que vous voulez voir dans le monde. Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde.
Ouais, Voilà, on dit. soyez le Jean- champ. Faisons-le, les gars, c'est le moment et cette fois, ça marche. C'est pas pour rien. C'est Jean-Jacques, clairement pas tu pour voulais rien. réagir? Ben oui, mais en fait, je voulais aller effectivement dans le sens de ce que vous venez de dire parce que moi, j'ai fait le choix de n'avoir aucun masque, donc j'ai 0 masque, donc je ne l'ai porté nulle part, jamais jusqu'à présent. Et c'est pour moi un entraînement. Je le vois comme un entraînement à refuser les autres choses qui s'en viennent, quelles que soient les conséquences. Et ce qui est intéressant, c'est que je me rends compte que plus je suis aligné et centré. Je vous donne une petite anecdote. Je vais faire le plein d'essence à la station-service l'autre jour. C'est une station avec un service encore, donc quelqu'un vient remplir le carburant, mais il faut payer à l'intérieur. Et donc, je rentre à l'intérieur sans masque et je suis le seul à ne pas porter de masque. Il y a 4 personnes devant moi qui ont un masque, 3 personnes derrière moi qui ont un masque. Et puis au moment où la personne juste devant moi paye, le caissier se lève et me voit et il ouvre des yeux en disant « Monsieur, vous n'avez pas de masque ?» Et je le regarde et je lui dis « Non. » Alors il me dit « Ah bon ?» Et c'est tout. Et c'est tout, il a fait payer le client. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la dame qui était juste derrière moi, qui avait un masque, elle me dit mais c'est vrai que ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. Et voilà, on enlevé son masque aussi. Et je pense qu'effectivement, ce que tu disais, Johan, à l'instant, c'est soyez le monde, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et je pense que vraiment, nous avons maintenant, nous qui sommes éveillés, bon, c'est très bien de participer à un live comme ce soir, vous êtes plusieurs milliers à nous écouter, mais bon sang, mais si vous ne voulez pas voir une dictature s'installer demain et être face à une obligation vaccinale qui aura des conséquences bien plus graves que celle de porter un masque, parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, oh bon, allez, je peux encore m'accommoder du masque, hein, et quand on ne me voit pas, je mets mon masque sous le nez, etc. C'est pas ça qu'il faut se dire. Ce qu'il faut se dire, c'est que si on ne montre pas maintenant, de façon très claire, aux autorités qu'on n'en veut pas de leur masque, comment est-ce qu'on va faire pour être suffisamment nombreux pour leur dire qu'on n'en veut pas de leur saloperie de vaccin génétiquement à modification génétique? Forçage génétique, ils appellent ça, forçage génétique. À forçage génétique. Sachant qu'il n'y a pas que le vaccin, et leur motivation, c'est aussi toute la surveillance de masse, le crédit social, etc. Donc ça va la loin. mise par terre de l'économie, etc. Donc je dirais que c'est pas vrai qu'on peut s'accommoder encore du masque, parce qu'en fait c'est la stratégie, vous la connaissez. Hein, c'est cette histoire de la grenouille qui croyait qui ne pensait pas qu'elle était cuite. Hein, vous mettez la grenouille dans de l'eau froide et puis vous faites monter la température de l'eau suffisamment lentement pour faire accepter des choses de plus en plus inacceptables. Mais comme c'est la stratégie des petits pas, eh bien, si nous acceptons le masque aujourd'hui, comment allons-nous faire pour refuser demain le vaccin ou le traçage numérique ou les restrictions économiques, etc. Ce sera trop tard. Donc, c'est maintenant qu'il faut refuser le masque. C'est pas dans un an se dire je refuserai le vaccin quand il sera là. Voilà, c'est ce que je veux dire parce que nous devons être chacun et chacune des exemples et tant pis, je dirais, pour les procès-verbaux qu'on va se payer, etc. Ben, ne les payez pas, ces procès-verbaux, bon sang, mais il y a de plus en plus d'avocats maintenant qui nous donnent les raisons pour dire que c'est illégal de nous donner des procès-verbaux pour non-port du masque. Donc, profitons de cela et enlevons nos masques. Voilà, c'est mon message final. Et n'oublions pas un truc, n'oublions pas, surtout pas que les mêmes qui veulent nous imposer les masques et tout ça, en ce moment même, ils sont attaqués par l'administration américaine qui travaille avec d'autres pays. Ils sont en train de se faire massacrer. Ils ont peur, et ils ont peur. Hein. Et ils ont très peur. Donc cette fois, les gars, c'est pas pour rien. Ils vont finir d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on soit là pour soutenir. De toute façon, comme je dis tout le temps, c'est comme un animal en train de mourir qui se débat. Donc tout s'accélère, ils tentent tout ce qu'ils peuvent, ils ne se cachent même plus. Et moi, je prends toujours l'exemple pour l'instant, il y a l'humain contre le nuage, on va dire, noir au-dessus de la tête. Et l'humain gagne 10-0 au foot et il reste 10 secondes
de la fin. Donc là, les autres en face, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils sont en panique et tout. De toute manière, ils vont perdre. Et aujourd'hui, on a eu le 11-0. Donc si je peux prendre quelques secondes pour lire quelque chose qui a été publié genre moins d'une heure avant ce live. Je peux partager mon écran? Ouais, Bien vas-y. sûr, bien sûr. Ok, hop, voilà. J'ai partagé, si tu veux bien le mettre. Alors, hop, j'agrandis. Donc, on est sur le site de la Maison Blanche, ok? C'est une traduction directe. Notre vision est celle de la paix, de la sécurité et de la prospérité dans cette région et dans le monde. Notre objectif est une coalition de nations qui partagent l'objectif d'éradiquer l'extrémisme et d'offrir à nos enfants un avenir plein d'espoir qui honore Dieu. Maison Blanche, d'accord? C'est sécuriser un accord historique. Le président Donald Trump a obtenu le premier accord de normalisation de relations entre Israël et un grand pays arabe depuis des décennies. Le président Donald Trump a négocié un accord pour normaliser les relations entre les Émirats arabes unis et Israël, le premier accord du genre entre Israël et un grand pays arabe depuis 1994. Les pays se sont engagés à échanger des ambassades et des ambassadeurs et à entamer une coopération dans un large éventail de domaines, notamment l'éducation, la santé, le commerce et la sécurité. Cette percée historique est l'étape la plus importante vers la paix au Moyen-Orient en plus de 25 ans. Les Émirats arabes unis sont les premiers grands États arabes à reconnaître Israël depuis la signature du traité de paix Israël-Jordanie le 26 octobre 1994. 84. C'est- 94. Pardon. 94, ouais. Façonner la paix à travers un leadership audacieux. Le président Trump a reconnu qu'il était temps d'adopter une nouvelle approche pour instaurer la paix, la sécurité et des opportunités pour le peuple du Moyen-Orient. Cette percée historique a été rendue possible par le leadership, les fleurs sur Trump. Le président a bâti la confiance avec nos alliés régionaux et réorienté leurs calculs stratégiques en identifiant les intérêts partagés, les opportunités communes, les éloignant de la perpétuation d'anciens conflits. Cet accord jette les bases de nouvelles avancées vers la paix régionale à l'avenir. Les États-Unis estiment que davantage de pays arabes et musulmans suivront l'exemple des Émirats arabes unis et normaliseront leurs relations avec Israël. Alors pourquoi c'est important? Écoutez. Bâtir une région plus pacifique et plus prospère. Cet accord contribuera à mettre la région sur une voie véritablement transformatrice avec une stabilité, sécurité et opportunité. Cet accord est une avancée majeure pour les musulmans du monde entier, contrairement à ce que beaucoup vont dire dans les médias. C'est les musulmans qui gagnent de ça. Cet accord est une avancée majeure pour les musulmans du monde entier qui souhaitent venir en paix prier à la mosquée d'Al-Aqsa, car ils pourront désormais se rendre à Tel Aviv via Abu Dhabi pour le faire et seront les bienvenus. C'est énorme. Moi, je ne suis pas aussi optimiste que toi, je te dis peut-être après. Mais... Ok, on verra. En encourageant davantage de visites, cela aidera à contrer les extrémismes qui utilisent le faux récit selon lequel la mosquée Al-Aqsa est attaquée et que les musulmans ne peuvent pas prier sur ce lieu saint. L'élargissement des relations commerciales et financières entre ces deux économies prospères accélérera également la croissance et les opportunités économiques au Moyen-Orient. Et pour finir, cet accord permettra de faire avancer davantage la vision du président pour trouver une paix globale, juste, réaliste et durable entre Israël et les Palestiniens dans la région. Donc, je t'écoute, Chloé. Moi, le début, ce que tu nous as lu, ça m'a fait penser, tu sais, la coopération entre les nations, ça m'a fait penser quand même au projet du Nouvel Ordre Mondial, qui dit que pour la paix, il faut s'unir tous et aller tous dans le même sens, etc. La deuxième chose qui m'a fait tiquer, c'est les extrémismes. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Est-ce que l'extrême gauche Je pense qu'il parle d'extrémisme religieux. Extrémisme-là, parce que c'est pas très clair. Extrémisme, on peut mettre plein de choses derrière. Est-ce que nous, on est des extrémistes parce qu'on recommande le non-port du masque, etc. C'est encore des mots un petit peu valises. Et puis, alors, l'accord entre Israël et Émirats arabes unis, ils sont quand même du même bord. Ils sont mondialistes l'un comme l'autre. Moi, j'aimerais voir un accord. Attends, je peux te poser une question?
Et Je là, peux je serais peut-être plus rassurée. Mais pour l'instant, tant Je qu'il y a peux cette te poser oppression contre les une Palestiniens, je suis un peu dubitative, disons. Une question. Est-ce que tu as entendu parler de Q, j'imagine? Bien sûr que j'ai entendu parler de Q, bien Et sûr. donc, tu as... Moi, je me méfie dans un sens, je reste vigilante par rapport au sauveur qui vient faire tout le travail à notre place. Je pense que on ne fera pas l'économie d'une action individuelle, responsable et autonome, disons. Je n'attends rien d'un sauveur qui viendrait de l'extérieur. Personnellement, je pense qu'on est complémentaires. Si Q existe et si effectivement Donald Trump veut éradiquer l'État profond, ce qu'il dit, hein, donc moi je suis volontiers, je le crois, Est-ce qu'il mais fait? j'attends de voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Est-ce qu'il fait? Il y a plein de choses. Il y a plein. Moi, je vais mettre ma vie dans les mains de quelqu'un qui me promettrait. Ah, mais en fait, personne demande de mettre la vie aux mains de qui que ce soit, hein. D'accord. C'est juste que eux, de leur côté, ils ont commencé à avoir une justice qui fonctionne. Et ils ont commencé aussi à appliquer un truc qui s'appelle la loi universelle. Donc, pas un truc où les riches ont des lois différentes que les pauvres, tu vois. Ouais, d'accord. Donc, Alors, d'accord, bien sûr. et puis, il y a des choses, tu dis, j'attends de voir. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont déjà faites. Et qui, Oui, je sais. Il y a aussi d'autres choses qui sont moins profond, comme les vaccins, par exemple. Donald Trump qui finance aussi Gavi, etc. C'était des choses, bon, il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont pas forcément. Alors, justement, si ça vous dit, on se fera un débat sur QAnon un autre soir, parce que là, ça fait déjà bientôt 2h30 qu'on est en live. Mais ça serait un débat passionnant, je pense. Si Chloé, ça te dit de revenir pour faire ça avec Léo. Je vous coupe, je suis désolé, mais je vois l'heure en fait, et je voulais juste rappeler une chose. Il y a Thierry Casasnovas qui devait être avec nous ce soir, qui a eu un empêchement de dernière minute. C'est l'orage qui a pété, enfin bon. Voilà. Ouais, donc jusqu'à lundi, il est coupé du réseau. Donc on reporte en fait l'émission avec Thierry à la semaine prochaine. On vous tiendra au courant de la date dans les prochains jours, et on parlera bien sûr de santé et de système immunitaire entre autres. On parlera aussi une nouvelle fois un petit peu de censure et d'attaque des lanceurs d'alerte, parce que Thierry en ce moment subit de lourdes attaques des médias et pas que. Donc on en parlera la semaine prochaine, et voilà, et on parle, et je voulais vous parler aussi un petit peu de ce qu'on est en train d'essayer de faire avec Quartier Libre. L'idée en gros, c'est un petit peu de réunir les différents lanceurs d'alerte. Ce soir on a Jean-Jacques Crèvecoeur, on a Chloé, on a Léo, donc de montrer un petit peu vraiment cette union entre nous tous. Et surtout de contrer un peu la censure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui chacun dans son coin, voilà, par exemple Jean-Jacques, tu te fais fermer ta page, si tu étais tout seul dans ton coin, plus personne te verrait, enfin t'as toujours tes newsletters, etc., t'as ton réseau de ton côté, mais je pense pas que c'est le cas de Jean-Jacques. Il y a d'autres comme nous, mais je pense pas que Jean-Jacques il a besoin de tout ça. Non, c'est clair. Oui, et d'ailleurs, j'ai vu dans le chat beaucoup de personnes qui ont demandé que je rappelle le nom de la nouvelle plateforme. Donc c'est fulllifechannel.com, fulllifechannel.com, qui est donc l'endroit où on peut me retrouver et qui accueillera d'ailleurs d'autres lanceurs d'alerte dans les prochains temps. Mais pour l'instant, on est déjà en train d'installer ma chaîne en urgence, mais c'est fulllifechannel.com. Voilà. Donc continue. Ouais. Et du coup, Léo est déjà en train de le faire avec son site 17.com et sa newsletter. On est en train de faire la même chose. L'idée, c'est vraiment de rassembler un maximum de personnes hors réseaux sociaux, justement pour contrer et pour éviter cette censure. Ouais. Et pouvoir, par exemple, imaginer qu'on soit des dizaines, des centaines de milliers abonnés à 17 ou à Quartier Libre ou autre. Demain, un des lanceurs d'alerte se fait fermer. Et ben voilà, on envoie un mail à tout le monde, il recrée une nouvelle chaîne sur Full Life par exemple ou sur autre chose, et les personnes suivent. C'est vraiment, ça permet de contourner cette censure des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu le seul moyen qu'ils ont pour nous faire taire. Et le fait de s'unir tous ensemble, entre lanceurs d'alerte, entre personnes qui ont de l'audience, entre leaders d'opinion, tous ces gens-là qui ont des choses à dire, eh bien voilà, c'est une bonne chose, je pense.
Et surtout, ça permet aussi de pouvoir mettre à contribution les audiences des uns des autres pour permettre à certains de s'exprimer qui n'ont pas forcément la même audience et qui ont des choses intéressantes à dire. Donc c'est vraiment un travail essentiel, je pense, qui doit être fait aujourd'hui, qu'on se tienne les coudes, enfin qu'on se soutienne les uns les autres et qu'on soit ensemble. On a parlé tout à l'heure d'être le changement qu'on veut voir dans le monde. Bah, le voilà, nous, Voilà. on fait notre part, on est là, on prend l'union avec ce live-là, je pense. C'est vrai. Voilà, on se voit pas comme des individus, on se voit tous contre le nuage noir, mais unis tous. C'est ça. Et ça va dans la même direction que l'info en question qui avait été, qui en ce moment, on s'excusera du coup parce qu'on est tombé sur un jeudi soir avec toi Jean-Jacques. C'est vrai qu'on t'a proposé en dernière minute parce que Thierry n'était pas là, mais je t'avouerai que j'ai pas fait le lien avec votre émission du jeudi et du coup ça a fait doublon. Pour la prochaine fois, tu peux quand même passer le message aux autres de l'équipe qu'on fera les choses différemment et on fera en sorte que ça tombe pas un jeudi. Donc toutes nos excuses par rapport à ça. Super, merci. Oui, Merci. c'est vraiment important et sur le coup, c'est quand tu en as parlé tout à l'heure en tout début que j'ai percuté. Donc vraiment désolé et on fera vraiment différemment pour la prochaine fois. Pour finir par rapport aux réponses par rapport au vaccin, au masque, ça me permet aussi d'annoncer pour pas jeudi prochain, du coup on va le faire différemment, justement pour pas faire doublon, mais c'était prévu jeudi prochain, on va revoir avec l'avocat, avec maître Carlo Alberto Broussa. Avec qui je suis en contact depuis quelques temps et du coup on va prévoir un live avec justement toutes ces réponses, toutes les personnes qui aujourd'hui nous écoutent veulent des réponses et on va essayer d'aller un peu plus de ce côté-là avec un avocat qui donne énormément pour cette cause. Et justement, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur par rapport à des réponses possibles sur le vaccin, sur un futur vaccin ou actuellement pour le masque. Donc voilà, donc on vous invite vraiment à vous abonner sur la chaîne YouTube pour pouvoir voir quand on invitera Maître Carlo Alberto Broussa. On le fera différemment, on fera pas ça sur un jeudi. Donc encore toutes nos excuses par rapport à l'équipe de l'info en question. Donc on ne fera pas de doublon par rapport à ça et voilà. En tout Après cas, ça commence à devenir compliqué parce qu'il y a tellement d'émissions, il y a tellement voilà donc mais... oui mais non mais là il faut qu'on s'organise mieux et puis on fait en mieux. Voilà. Là à partir du moment où on a Chloé et Jean-Jacques qui font partie de l'info en question, ça serait plus judicieux la prochaine fois de ne pas être un jeudi. Donc c'était là où je voulais. Et les gars, rappelez-vous que nous on ne s'appelle pas TF1 BFM, on est des gens, normalement on fait pas ça, on s'improvise journaliste, donc voilà, et je pense que les gens ils ont un peu de patience de ce côté-là, ils comprennent que c'est pas notre métier et du coup on apprend de nos expériences, on n'a pas des secrétaires ou d'autres gens qui s'occupent, on se fait pas maquiller avant le live, tu vois. Donc voilà, faut prendre ça en compte aussi, on apprend mais on s'améliore tous les jours. Ouais. Bien. En tout cas, merci beaucoup Jean-Jacques et Chloé. Alors, bonne soirée, à bientôt. Merci pour votre accueil et oui. merci pour la richesse de nos échanges. Alors, bonne nuit aux Européens. Et donc, je réponds à quelqu'un qui a demandé si j'étais sur un fond vert avec un paysage artificiel. Non, je suis au Québec. Donc, ici, il est 5h30 de l'après-midi. Et donc, ce n'est pas encore la soirée pour moi. Donc, mais bonne nuit aux Européens et bonne soirée aux Québécois et aux Américains. Et un grand merci à toi, ça nous a fait vraiment plaisir. Chloé également, Léo, encore merci à toi pour le partage et ta communauté, les décodeurs, c'est vraiment génial ce que tu fais pour nous. On t'en est vraiment très 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 reconnaissant et vraiment Jean-Jacques, un énorme plaisir de t'avoir. Chloé, c'est toujours un plaisir et on vous invitera d'autres fois parce qu'il faut qu'on avance ensemble et en tout cas vraiment un grand merci. On va finir sur une vidéo pour la petite dédicace pour le Québec. C'est une petite note d'humour, c'est ce qu'a partagé Alexis il y a quelques jours. Et en tout cas, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, c'est maintenant. Comme ça, après, je peux lancer la vidéo pour se finir là-dessus.
Moi, je veux juste Se rajouter finir, une chose. pour finir là-dessus. Ouais. Jean-Jacques, je t'avais dit que ça durerait à peu près 1 heure. Bon, on a un peu, on a fait un peu plus long. Là. À chaque fois, on se dit qu'on va faire court, mais on rentre dans des discussions et voilà, c'est intéressant et c'est compliqué à chaque fois. Mais bon. Non, mais c'était passionnant, c'était très agréable. Et puis, je suis un éternel bavard aussi, donc j'en suis responsable. Oui, en partie, on l'est tous. Bonne soirée. Merci en tout cas. Merci à tous. Merci Jean-Jacques. Merci Au revoir. Chloé. Merci Léo. Merci, à très bientôt. Allez, à bientôt. Bientôt. Il n'a pas l'air là, le virus. Il est partout. Il est partout. Puis c'est pas vrai qu'il n'est pas dangereux. C'est un maudit virus. Il est hypocrite. Hypocrite comme c'est pas possible. Le pire, là, c'est que ce virus-là, c'est un traître. Puis si vous ne regardez pas en arrière, vous ne vous surveillez pas, là, il peut vous arriver avec un couteau dans le dos. Il est vilain, il est malicieux et il est traître. Génial. Bonne nuit. Et Allez, tous salut, ceux bonne qui nuit tout le viennent monde. des décodeurs et qui regardent ce live des décodeurs, allez vous abonner sur la chaîne YouTube de Quartier Libre pour les prochains lives. Là, c'était un partage exceptionnel. Il y en aura d'autres, mais ça sera pas toujours le cas. Donc, allez vous abonner, comme ça vous ratez rien. Comme vous voyez, c'est vraiment super ce qu'ils font et c'était une très bonne soirée. Merci, merci. J'ai appris beaucoup de choses et c'était passionnant. Merci. Allez, bonne soirée tout le monde et merci encore à tout le monde d'être là et merci à nos invités. Et allez, on coupe. Bonne soirée. Ciao. Salut. Bye bye.